Coucou les petits potes, bienvenue Salut. dans ce premier podcast avec Ismaël comme invité. Pour rappel, ce podcast du coup va parler de passion, donc on va rencontrer des passionnés. En l'occurrence, Ismaël, quelle est ta passion? Alors moi je suis passionné de sport et d'histoire du sport. Et du coup, on va retrouver ce podcast en audio en version courte et en podcast vidéo sur YouTube avec nos magnifiques tronches dessus. Ouais, de ouf. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter? Tu me dis ce que tu veux de toi. T'es pas obligé d'aller en détail. Ouais, ok. Alors je suis Ismaël, j'ai 39 ans, je bosse dans le sport et je suis pratiquant de sport depuis ma plus tendre enfance. J'ai fait plein de sports différents. Et, Comme quoi par exemple? J'ai fait des sports de combat, j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait du judo, j'ai fait de l'escrime, j'ai fait du foot pendant très longtemps. Je me suis calé sur les sports collectifs qui sont devenus une de mes principales passions. Et j'ai fait du foot pendant longtemps et du basket également. Voilà, donc ça fait beaucoup de trucs. J'ai toujours fait beaucoup de sports. J'ai fait du volley également. Et puis, au fur et à mesure de ma vie, je me suis de plus en plus intéressé en fait au sport et à comprendre en fait le sport. Et c'est devenu un truc qui me suit plus ou moins au quotidien. Du coup, ça allait être ma prochaine question, c'est d'où ça devient cette passion du coup de l'histoire du sport du coup, vu les indices plutôt basket et foot. Ouais, plutôt basket et foot, mais ce qu'il y a, c'est que, en fait, paradoxalement, d'où ça me vient de moments humains et de moments que moi, j'identifiais étant enfant comme des moments forts, et puis qui ont marqué, en fait, ma mémoire comme ça. Donc j'ai des premiers souvenirs, je me rappelle, alors que j'étais petit, je me rappelle des Jeux Olympiques de Barcelone en 92, je me rappelle de la victoire de l'OM en Ligue des Champions en 93. J'ai des souvenirs en fait comme ça, avant de m'intéresser à fond sur un truc. La première grosse compétition que j'ai regardée, c'est la Coupe du Monde de foot en 94 aux États-Unis. Et ça, je l'ai tiré un petit peu plus longtemps. J'avais déjà 11 ans à l'époque. Et avant, en fait, je me rappelle de moments forts. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, je me rappelais de cette émotion-là, mais je me rappelais pas de ce qu'il avait causé, en fait. Du coup, j'ai commencé à me renseigner pour comprendre. Et c'est là que je me suis mis à re-regarder les événements, à essayer de comprendre, en fait, les enjeux, tout ce qui entourait, en fait, le truc. Et puis, ça n'a pas arrêté en fait. ça a juste continué. Ça a été un truc continu. Et quand j'ai compris des trucs, il fallait que je comprenne le truc d'avant et il fallait que je comprenne le truc d'après. Et du coup, voilà. T'aimes bien t'as besoin de revenir à la racine Ouais, après ça, des grands événements ou... Ouais, mais ça c'est plus ou moins une maladie chez moi. Il faut que je comprenne un peu la globalité du truc pour pouvoir l'intégrer. Et donc, là, quand je me suis lancé sur un énorme truc, ça me prend toujours, quoi, en gros. Est-ce que tu sais dire aujourd'hui le temps que tu as investi dans cette passion? Que ce soit du coup dans la recherche de tes maillots, dans les suivis des matchs, soit de NBA, soit de foot, ou soit autres, je sais pas, les JO, d'autres. Aujourd'hui, dans ta vie perso, ça te prend combien de temps? Oh, la vache. Franchement, je le compte en jours parce que je suis tout le temps. mais en moyenne, ça va me prendre peut-être, en cumulé, 3 heures par jour. Sans compter ton taf qui parle de sport. Sans compter mon taf qui parle de sport. Non, ouais, ça c'est... non, ça doit me prendre 3 jours entre les moments où je regarde les résumés, où je lis des articles, où je cherche des trucs liés au sport, où je cherche à comprendre des trucs, ouais. En moyenne, il y a des jours où, genre le week-end, des fois, ça peut être un enfer. Franchement. S'il y a beaucoup de compètes, c'est chaud. Ouais, s'il y a beaucoup de matchs, s'il y a beaucoup de trucs à suivre, ça peut être tendu. Ouais, ça peut être tendu. T'es du genre à avoir plein d'écrans ou... Non, pas tellement. Pas tellement en fait, mais je suis parce que j'essaie d'être un peu sociable et d'avoir une vie et de m'occuper aussi de ma famille, voilà. Mais du coup, je rattrape énormément. Je peux re-regarder des matchs, genre le soir, des trucs comme ça, ou la nuit et tout. Ouais, ça c'est, on va dire en moyenne 3 heures par jour. Ton entourage, il en pense quoi de cette passion? Alors, mes enfants comprennent pas parce qu'ils sont encore petits. Ma femme l'a intégré et elle s'intéresse pas du tout au sport. Du coup, c'est un truc qu'on a clôturé. Elle me laisse dans mon coin. Elle a lâché l'affaire. Elle a lâché le fait qu'elle puisse endiguer le truc ou essayer. Non. Elle a lâché totalement là-dessus. Elle sait que je lâcherai jamais.
Et du coup, elle me laisse gérer ça. Après, moi aussi, je fais des efforts pour gérer ça en bonne intelligence, on va dire. C'est pour ça que je regarde les trucs plutôt le soir, je regarde les trucs quand tout le monde dort ou quand ça gonfle personne. Et voilà, j'impose très très rarement des trucs, à part sur les événements majeurs. J'impose, où là je dis, ouais, faut vraiment que je regarde sur un truc, et c'est, voilà, et émotionnellement c'est compliqué pour moi. Mais sinon, j'impose quasiment jamais. Et mes potes, bah, eux, ils ont lâché, ils savent que c'est maladif. Donc là, c'est la fin. Après, l'avantage, c'est que le sport, beaucoup de gens ont cette, entre guillemets, passion, même si c'est plutôt peut-être fédéré à un sport et à un club et tout, mais du coup, ça va, t'as des gens qui comprennent quand même que tu... Alors, j'ai des gens qui comprennent. Après, j'ai quand même peu de gens avec qui je peux faire de la conversation. Parce qu'ils n'ont pas toutes les rêves que t'as? Ouais, parce qu'ils n'ont pas toutes les rêves, parce qu'au final, bah, avec le temps, je me suis quand même fait un niveau d'analyse et je lis énormément sur plein de trucs, etc. Du coup, j'arrive à recadrer les choses dans pas mal de situations. Et du coup, j'ai pas le même niveau d'analyse que, on va dire, le commun des gens. Ça fait très, très péteux de dire ça. J'ai pas le même niveau d'analyse que le commun des mortels. Non, ça fait très, très péteux, mais j'ai pas le même niveau. Mais ça, c'est pas uniquement les gens. C'est également, par exemple, je galère à trouver dans les médias des trucs qui m'intéressent. C'est de plus en plus difficile. Parce que tu cherches une info spécifique, quoi. Ouais, parce que je cherche de l'info qui va me faire apprendre un truc. Et donc, c'est mathématique. Plus tu lis, plus tu sais de trucs. Du coup, moins t'en apprends. Plus ça va être compliqué de chercher des trucs qui vont t'apprendre des trucs. Donc, c'est pour ça que je lis aussi en anglais, dans les trucs comme ça. Enfin, voilà. Là, j'ai déjà plein de questions qui me viennent, mais ça, c'est pour tout à l'heure. Là, je vais me concentrer sur la partie scriptée, tu vois. Vas-y, on donne tout. On donne tout. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, au quotidien de cette passion-là? Eh ben, j'en sais rien. Tout à l'heure, tu disais, il y a des événements comme ça de sport qui m'ont marqué, qui m'ont procuré quelque chose de spécial, d'avoir vécu des moments forts. Ouais. Bah, en vrai, c'est juste que j'adore ça, en fait. J'adore ça. C'est l'action, c'est de lire le jeu, c'est... Ouais, c'est d'en apprendre plus sur un truc. C'est, je sais pas pourquoi c'est mon truc. Je sais pas pourquoi ça, c'est... Mais je m'arrête jamais. Et c'est le propre pour moi de la passion. La passion, enfin, tu vois, tu trouves des gens qui vont être passionnés sur un truc, etc. et tout, qui ont des centres d'intérêt. Et après, une passion, c'est juste pour moi un centre d'intérêt sur lequel t'es pas fatigué, t'arrêtes pas en fait. Et moi, c'est ce truc-là, je sais pas pourquoi, je trouve toujours des trucs qui vont m'intéresser. Mais du coup, dans ce que ça t'apporte, c'est que quand tu regardes un match ou que tu lis ce genre d'infos sur des joueurs, des équipes, des entraîneurs, etc., toi, tu te sens bien, quoi. T'es en kiff total, quoi. Je me sens émerveillé. Je trouve que ce qui se ramène, c'est que je reste absolument tout le temps émerveillé par la performance. La performance, je la trouve incroyable. Je trouve ça le moment, en fait, en gros, pourquoi j'aime, c'est parce que ça se retrouve au croisement de plein de choses, en fait. Il y a plein de choses qui sont super intéressantes et qui sont mêlées. Et du coup, dans la performance, c'est fou. Et pas spécialement en performance individuelle, performance collective, le tout, le coaching, tout. Il y a plein de choses qui sont ultra intéressantes. En fait, c'est des moments où il y a plein de facteurs qui sont mélangés. Et t'as le résultat, et pour le coup, d'habitude dans la vie, les trucs où il y a plein de facteurs mélangés, t'as pas les résultats aussi vite. Et là, t'as les résultats tout de suite, là, maintenant. Et ça, je trouve ça assez captivant. Et je retrouve pas d'autres trucs où à part dans le sport, où t'as ça, quoi. À chaque fois, je vais regarder un match un week-end, je vais regarder un autre, et les données seront pas pareilles, les données auront changé, et ça va me donner un autre résultat. J'ai l'impression que c'est un truc avec des équations qui changent tout le temps. Pas possible d'avoir deux fois la même chose. Et c'est pas possible d'avoir deux fois la même chose. Quand on regarde vraiment. Quand on regarde pas et qu'on reste en surface, ouais, ça peut être chiant. Mais sinon... Non, mais tu vois, si tu restes en surface, tu te dis... en gros, au tennis, là, ils terminent leur carrière, mais tu t'es dit pendant les 15 dernières années, c'est que Nadal, Federer ou Djokovic qui gagnent. C'est que ça, en fait. Tu te dis, si tu as regardé le foot les 10 dernières années, c'est que Messi ou Ronaldo qui vont gagner. Mais en fait... Il y a plein de choses. Si tu t'intéresses à comment évoluer le jeu de Ronaldo depuis le départ de sa carrière jusqu'à son arrivée au Real Madrid, ça c'est incroyable. T'en arrives à te poser des questions de fou. Des fois,
Ça m'arrive des fois dans une après-midi ou un truc comme ça où je réfléchis à un truc et puis je me fais ah ouais mais c'est vrai, comment ça se passait, c'était quoi sa saison à ce gars-là en 95, tu vois. Et je regarde, la fois dernière je regardais, c'était sur un attaquant italien et je disais ouais je savais qu'il était fort à ce moment-là mais il a fait quoi comme grosse saison, et en fait je regardais et ça m'a permis de me remettre dans sa carrière, et des fois c'est ouf parce que ça peut être trop cool, ou des fois t'es déçu de ouf. tu te faisais une idée sur un type, tu vas putain qu'est-ce qu'il était fort, tu vois. Et en fait tu vois En fait non. non, en fait non, par rapport à un mec random aujourd'hui, tu vois, un bon gars, mais tu fais ah ouais ah ouais mais c'est trop rigolo de tomber là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses ou des gens aujourd'hui qui essayent de freiner ta passion, cette passion-là? Franchement, non, parce que les gens, les gens, je les ai à l'usure, généralement. Je sais Au-delà des gens, toi, ça peut être toi, ton rythme de vie aujourd'hui, un changement de projet pro qui prend ouais, plus de temps, ouais. ça. Mais mes parents ont abandonné. Mon frère a pris plus ou moins la même route que moi. Ma femme a abandonné, mes enfants comprennent pas. Non, vraiment, la seule personne qui peut bloquer aujourd'hui, c'est moi. C'est moi parce que, aujourd'hui, t'as quand même un rythme de vie, t'as tes responsabilités. Tu vois, je me suis débrouillé pour bosser dans le sport et ça, c'est cool. Mais à côté de ça, si je m'écoutais que moi et que j'étais parfaitement égoïste et que je pouvais gagner ma vie avec ça, je passerais mon temps à regarder du sport et en parler, quoi. C'est pas exactement ce que tu fais, mais bon, t'es quand même dans le milieu du sport et tout. Ouais, c'est pas... Après, t'es pas tu en vois, immersion. j'ai essayé à mon niveau d'orienter ma vie pour avoir un truc qui me permettait de kiffer aussi, quoi. Là, en parler, ça me fait kiffer. Être autour d'une table avec... j'adorerais, tu vois, être autour d'une table et parler avec des experts de foot, j'aurais des milliards de questions, quoi. Ah, d'ailleurs, ça, c'est une question que j'ai pas mis, mais du coup, de dire ça, ça me fait penser à ça. Si là, tu devais mettre 5 personnes autour de cette table pour parler de ta passion, tu mettrais qui? Waouh, 5 personnes autour de la table. Ouais, c'est tendu. Ça peut être, admettons que tu parles toutes les langues, ça peut être n'importe qui, de n'importe quelle nationalité. Ouais. Je mettrais en vrai, je mettrais des grands sportifs. Sportif, pas forcément entraîneur, pas... Ouais, enfin, après, moi, je considère un entraîneur, Oui, pour toi, c'est un sportif à part entière. Et on accepte les gens potentiellement décédés. Ah ouais. Encore pire, du coup. Et je mettrais Kobe Bryant, très probablement. Tom Brady. Je suis en train de monter mon obsession à propos de Tom Brady et je lui voue un culte. Alors pour les gens qui sont pas... Ouais. Parce que autant Bryant, je pense que Bryant, les gens ont voilà. entendu parler un peu. Pour les gens qui sont... qui ne connaissent pas Tom Brady, c'est celui qui est réputé pour être le plus grand quarterback de l'histoire et le meilleur joueur d'histoire de football américain. J'aimerais bien Federer quand même. Quitte à adopter des mecs un peu... Federer, j'aimerais bien. J'aimerais bien Chuck Daly. Chuck Daly, c'est l'entraîneur de la Dream Team de basket de 92. Dernier, j'aimerais bien... J'avoue que quand elle n'est pas préparée, cette question, elle est chaude. Ouais, grave. Ouais, j'aimerais bien un mec comme Lewis Hamilton. C'est intéressant. Je vénère cet homme. À mon humble niveau de consommateur de F1, merci Netflix. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, je veux bien aussi votre 5 de légende pour les passionnés de sport sous les commentaires. Ça peut être intéressant. Parce que du coup, je pensais à la légende qui est là aussi. Oh non, lui, il est pas bon. Mais bon, il raconte déjà bien sa life. Non, mais tu vois, enfin... oui, il a déjà beaucoup raconté sa vie. Michel Jordan. Le parcours de Kobe, moi, je le trouve incroyable par rapport à Jordan. Alors, ça n'enlève rien, tu vois. Jordan, le plus grand, tout ce que tu veux et tout. Enfin, il est fou, quoi. Mais Kobe, je voue une admiration sans borne à sa vie, à sa vision, qui est incroyable. Et donc, je pense que je choisirais. Et puis après, moi, j'ai plus grandi avec Kobe oui. qu'avec Jordan. Même si j'arrivais à un âge un petit peu avancé. Toi, t'as vu l'arrivée de Kobe. J'ai vu Jordan à balle. Mais t'as vu la naissance de Kobe. J'ai vu Jordan trop fort et j'ai vu Kobe arriver avec Jordan en même temps. Ça, c'était ouf. Après, j'ai vu
j'ai commencé vraiment à suivre le basket de fou quand Kobe est devenu extrêmement compétitif. Donc, ben ouais, là, je l'ai adoré, quoi. Et je l'adore toujours. Je trouve qu'il est fou. Enfin, tu vois, c'est une de mes plus grandes, des plus grands sportifs que j'ai aimé, probablement. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé en faire ton métier du coup aujourd'hui? Donc on rappelle, tu bosses dans le sport, mais tu bosses chez un équipementier sportif, on va dire. Et du coup, si tu devais vraiment, je sais pas, être plus dans l'immersion des sportifs, ça serait... T'aimerais bien en faire ton métier un jour? Alors, en faire mon métier, je sais pas. Ouais, probablement. Après, je suis à la recherche vraiment de l'imbécile qui pourrait me payer pour parler de sport pendant un temps illimité. Vraiment, si tu es là, n'hésite pas que tu t'es reconnu. Je suis à la recherche de fou. J'aimerais bien le faire. J'aimerais bien. Après, moi, je suis un mec de bande. J'arriverais pas à le faire tout seul. Enfin, Non, mais tu vois, ça pourrait être animateur radio ou d'une émission de télé, autour d'être chroniqueur. Ouais, mais il faudrait que ce soit drôle en fait, faudrait que ce soit marrant. Mais Ouais, toi, t'as besoin de te marrer. ouais, non. Faudrait que ce soit marrant et puis que j'ai la sensation que ça apporte quelque chose aux gens. Moi, après, c'est ma passion. Ma passion, elle regarde que moi. Et jamais je me dis que, en fait, les gens doivent être intéressés parce que moi m'intéresse, quoi. Donc, je pars pas du principe que mon avis soit super intéressant pour tout le monde. Alors, c'est pas tant ton avis qui nous intéresse. D'ailleurs, c'est tout le but de ce podcast-là, c'est que on aime bien entendre l'avis des passionnés qui parlent de leur passion, parce que du coup, quand ça vient du cœur, c'est ouf. Même si d'autres ont forcément potentiellement la même passion et qui la vivent pas pareil, mais d'avoir un point de vue de quelqu'un qui le vit à fond, c'est toujours trop bien. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a poussé à faire ça aujourd'hui. Ouais, donc oui, ça me plairait. Ouais, ça me plairait à fond, mais bien sûr. Bah, du coup, tu parlais de groupe et tout. Est-ce que tu fais aujourd'hui partie d'un groupe, d'une communauté, d'un club ou quoi, qui te permet de vivre ça en dehors du taf? Non, parce que globalement, comme j'ai dit, j'ai du mal à trouver des gens avec qui parler. J'ai du mal à trouver des gens avec qui je peux échanger des points de vue, etc. Alors j'ai déjà beaucoup essayé de le faire. J'ai écrit sur des articles sur plein de sites. Et puis j'ai fait des échanges, participé à des tables rondes sur des trucs comme ça. Et puis à chaque fois c'était cool, j'étais très très content. Et puis l'exercice n'est pas resté en fait, n'a pas perduré dans le temps. Ou quand ça perdurait dans le temps, moi je m'y retrouvais plus, quoi. J'ai écrit pour un site, mais sur un club. Bah, au bout d'un moment, je trouvais ça chiant de rester sur un club. Ouais. Mais non, mais tu vois, je veux dire, concrètement, tu vis un truc de ouf, par exemple un week-end, il y a une performance de dingue, et puis derrière, tu dois revenir. Alors oui, par contre, le mec est allé jouer à l'autre bout de la France, un match qui a fini 0-0 en plein hiver, dégueulasse. Bon. Ok. Bon, bah, il faut écrire, ouais, non, c'est génial. Bah, non, au bout d'un moment, c'était un peu... j'ai toujours trouvé ça trop restrictif, en fait. Soit dans le niveau d'analyse, dans les trucs que tu peux donner, soit dans le fait d'être fixé sur un moment, une période, un club, n'importe quoi, une entité, quoi. Ou un sport. Ouais. Parce que même, je m'y connais plus aujourd'hui Je fais beaucoup foot, basket, mais après... Je m'intéresse aussi au hand, à plein de choses, au rugby, au tennis. Et des fois, en fait, l'alternance du sport me fait du bien. C'est aussi pour ça que, tout à l'heure, on a parlé de la durée moyenne dans le temps. Ben, ouais, je passe 3 heures, moi je ne me rends pas compte du temps parce que j'alterne entre les différents sports. J'ai des trucs sur... le rugby, sur le tennis, de temps en temps c'est juste cross-sport, j'ai pu lire des trucs sur l'économie du sport, les choses comme ça. Bah forcément ça compartimente un peu, quoi. Voilà. C'est beau ce que tu as dit. Ouais, non. Je me suis perdu. On a tous des larmes, j'ai senti. Ça me tire les larmes, je vais chialer, putain. Ouais. Je vais rebondir sur ce décor. Tu as aujourd'hui des recommandations culturelles ou artistiques sur des livres,
des podcasts, des films, des séries, des journaux, qui peuvent traiter de la passion aujourd'hui qui t'anime, mais que si ça intéresse d'autres gens, qu'ils puissent aller voir et se renseigner. Ouais, bah, il y en a plein en fait. Ce que j'ai fait en fait quand j'ai commencé à m'intéresser, à ça et que je voulais me faire un peu une idée, j'ai commencé par faire plein d'ouvrages un peu globaux qui parlaient. Donc j'ai lu beaucoup de chronologie des sports, de livres ou d'articles ou de revues qui traitaient d'une forme de globalité. T'en as en tête là? Bah, en fait, là par exemple, bah, l'équipe Les 1001, ouais, c'est cool parce que tu te mets dans un des plus grands quotidiens de sport du monde, qui est l'équipe. Tu regardes et puis tu vas voir un petit peu tout ce qui cadre en fait dedans. Donc c'est multisport, c'est super. Celui que j'ai poncé, voilà, c'est un siècle de football là. Ça reprend de 1900 à 2000 et année par année, t'as des articles en fait sur les différents moments de l'année. Aussi bien, peut-être des fois ça peut être des matchs qui ont fait l'éclosion d'un gars en particulier ou un moment en particulier qui retrace une certaine idée du jeu ou un certain événement historique, parce que des fois t'arrives sur des moments où le sport en fait croise l'histoire aussi, donc ça c'est très très cool. Et pour faire la transition entre les livres d'autres types, là-bas il y en a un qui s'appelle Comment regarder un match de foot, qui m'a appris plein de choses sur comment comprendre en fait le jeu, qu'est-ce qui se passait dans un match de foot, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut apprendre à regarder, comment on arrive à qualifier, comment on arrive à comprendre en fait les actions en cours. Celui-là est très cool. Moi je suis absolument fan aussi de tous les top 100, toutes les listes. Et celui-là est cool, celui de Trash Talk est bien fait parce que c'est le basket américain en 300 listes. Donc il te met des listes les plus grands oufs du basket, quoi. Les plus grandes tricheries, j'en sais rien, tu vois, ils te les mettent, ils te les listent et du coup c'est très cool, c'est un nouvel angle sur lequel taper. Et puis après au fur et à mesure, en évoluant, je me suis mis dans d'autres trucs plus spécifiques. Ouais, plus spécifiques. Par exemple, celui derrière sur Kobe Bryant, sur Mamba Mentality, c'est vraiment où il explique son mindset. Pourquoi c'est pas seulement pourquoi il a bien joué, c'est moi en fait, il t'explique, le gars, comment ça m'anime en fait. C'est quoi ce qui m'anime au quotidien et comment ça m'anime, comment je m'animais pour être meilleur en fait. Donc ça c'est ouf, et puis après tu bascules sur toutes les biographies, tous les trucs qui peuvent être intéressants, et là celle de Jordan veut son pesant de cacahuètes, celle de Kobe est très cool. Et au-delà des livres, genre des films, des séries, il y a plein de après, des groupes Facebook, j'en sais rien, des Discord. Les copains sur le basket, les copains de Trash Talk sont super cool. La chaîne YouTube qu'ils ont, elle est vraiment bien, même si tu connais rien au basket et que tu veux t'y mettre. Alors ils ont des sujets d'actualité qui vont traiter en fait de la saison en cours. Et puis après, même si tu connais rien, ils ont fait plein de séries qui sont ultra cool. Et moi, ils m'ont aidé de fou quand je me suis remis pour me refaire une culture en fait sur le basket, quand je commençais à bien m'enseigner sur la NBA. Ça a été une vraie mine d'or parce qu'ils t'expliquent sous plein d'angles différents des trucs super sympas. Sur le foot, moi j'aime bien deux chaînes. Une chaîne qui s'appelle Compte de foot qui te fixe, qui se fait peut-être 25 minutes sur un joueur et qui t'explique en fait toute la carrière du joueur. Donc ça c'est très très bien. Il existe peut-être une cinquantaine de numéros sur 50 joueurs différents. Il bosse avec un mec qui s'appelle un Max de foot et qui lui va te parler d'un aspect spécifique. Soit il va te parler d'une époque en particulier, soit il va te parler d'une personne, soit il va te parler d'un aspect du jeu par exemple, ou d'un poste en fait. Et à chaque fois il fait des podcasts qui sont vraiment très très cool. Voilà, j'écoute beaucoup un podcast qui s'appelle Scouting aussi, qui est sur les joueurs très très jeunes. Et un peu pour choper les petites pépites. Ouais, qui t'explique un peu pourquoi c'est une pépite, etc. et pourquoi c'est la folie.
Voilà. Et puis en termes de documentaire, bien évidemment, tu as The Last Dance, Drive to Survive, ces trucs. Maintenant, enfin, Netflix a fait des reportages extrêmement bien faits. Et puis moi, mes premiers amours, c'était aussi. C'était beaucoup. J'avais la chaîne ESPN classique. ESPN Classic Sport, c'est assez ouf. Tu voyais plein de vieux matchs, des trucs comme ça. En fait, il y avait deux trucs. Il y avait les grandes rivalités du sport. Donc ça t'explique en fait les rivaux entre des tas de gars, Larry Bird et Magic Johnson, James Hunt et Niki Lauda en Formule 1. Il t'explique un petit peu pourquoi les mecs étaient rivaux, c'était quoi leur rapport. Tu vois, Jimmy Connors, McEnroe, des trucs assez ouf. Et la dernière recommandation, c'est pour les 30 ans d'ESPN. Ils ont sorti des 30 reportages qui s'appelle 30 for 30. J'allais dire, il me semblait bien qu'en perso on avait déjà parlé de ça. Et je me suis Ouais. dit, s'il n'en parle pas, merde, ça. Ouais, ça c'est les derniers. Et ça aussi c'est très très cool. C'est des trucs de 45-50 minutes. Si vous avez Disney+, et que vous en avez marre de regarder Disney avec vos enfants. Ou que ça vous serve à autre chose que regarder des dessins animés. Ou que ça vous serve à autre chose que regarder des dessins animés ou des Star Wars. Vous avez les ESPN 30 for 30 qui touchent à l'histoire du sport américaine, mais qui vous racontent des trucs un peu sur les sports majeurs américains, que ce soit du hockey, du foot US, du basket, du baseball. Et ça vous explique une histoire qui est ouf, généralement. C'est très romancé à l'américaine, donc vous voyez le truc, t'as l'impression de mater une série, et c'est vraiment trop bien. C'est vraiment cool. C'est de là que tu m'avais parlé d'un joueur qui aurait pu atomiser Jordan à l'époque, mais qui malheureusement a péri. Ouais, Len Bias, qui se fait drafter par les Celtics et qui est trop bien et qui fait une soirée et qui claque d'une overdose de cocaïne. Le soir de sa draft et qui fait voilà, donc non mais il y a plein d'histoires comme ça, il y en a plein. On se rend pas compte aux États-Unis qu'ils ont une vraie culture du basket universitaire. Donc avec les drafts et tout quoi. Ouais, tu t'aperçois qu'en fait il y a des mecs qui commencent en NBA et qui ont une carrière en NBA, mais ils ont déjà une histoire de ouf en universitaire. Et t'en as plein comme ça, et t'en as aussi qui ont des histoires de ouf en universitaire, ils les voient arriver, ce sont des joueurs vite faits en basket, donc tu vois, tu fais bon, ok, enfin il y a plein de trucs, il y a plein de questions à se poser sur et ça c'est aussi une thématique qui m'intéresse de fou. Il y a plein de trucs à se poser sur les soi-disant prédispositions au talent et prédispositions aux grandes carrières. Qu'est-ce qui fait qu'un mec... En fait, tout est intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'un mec qui est prédisposé à une grande carrière ne fait pas carrière? Qu'est-ce qui fait qu'un mec qui est prédisposé à faire une grande carrière arrive à faire une grande carrière? Et qu'est-ce qui fait qu'un mec qui n'est pas prédisposé du tout à faire une grande carrière arrive à faire une carrière de ouf? Après, le dernier truc, le mec qui n'est pas prédisposé à faire une grande carrière et qui ne fait pas une grande carrière, ça n'intéresse personne. Mais voilà, non mais ces trois trucs-là sont généralement assez génératrices d'histoires de fous furieux qui sont super intéressants. C'est pour ça que Kobe m'intéresse. Tu vois, la différence entre Jordan et Kobe, c'est que Jordan, c'est déjà une brute en université. Jordan, il est numéro 2 de draft, donc non, numéro 2 ou numéro 3? Je sais pas, ouais, je crois numéro 2, je sais plus. Mais en tout cas, c'est déjà un mec qui est trop fort, qui a fait finale universitaire, etc. Et il arrive à Chicago, et au bout d'une année, c'est déjà le mec le plus fort de son équipe. Tandis que Kobe Bryant, c'est pas du tout ça. Déjà, Kobe Bryant, il sort du lycée, il fait pas l'université. Il arrive, et on voit que le mec a du talent, mais tout le monde se demande un petit peu est-ce que ça va suffire ou pas. Et c'est lui qui est un maboule qui retourne. Alors ça veut pas dire que Jordan n'était pas un maboule. Jordan c'est peut-être le plus craqué de tout le monde, de tous. Mais moi je vois des différences. C'est pas les mêmes postulats de départ en fait. C'est probablement des talents qui sont équivalents, ouais. Mais c'est pas les mêmes postulats de départ. Jordan n'arrive pas du tout dans les mêmes conditions que Kobe. Voilà.
Des fois, on dirait que je vais relancer un truc. Et, Bah, tu vois, dans le doute, et j'ai rien, tu et vois. j'ai des creux. Et du coup, je suis obligé de claquer un voilà. Et moi, du coup, je te regarde comme un gros naze, je plonge dans tes yeux. Et voilà. Voilà un peu de l'espace. Ok. Et franchement, Voilà. avant de passer à la deuxième partie, il y a évidemment une dernière question. Quel est ton meilleur souvenir concernant cette passion? Mon meilleur souvenir. Putain, j'en ai pas qu'un. Hein. En fait, j'ai plein de souvenirs qui m'ont apporté plein de trucs, plein de sentiments différents. Le moment où tu vois, je me suis dit, ah là, je vis un truc quand même qui est historique et je l'aurais vu de mes yeux et c'est cool, forcément, c'est quand la France gagne en 98. Là, tu le vois, tu fais, en fait, ouais, là, on est en plein rêve, quoi. Tu vois, tu te dis, ouais, vraiment, de cette manière-là, en faisant ce match-là, comme ça et tout, tu te fais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. Là, ça m'arrive. J'ai revu le match peut-être 2-3 fois depuis. Et à chaque fois, je me dis, ouais, il joue trop bien, c'est trop bien. Je l'ai jamais re-regardé. Ouais, bah, tu devrais. Bah ouais, non, mais c'est clair. Ouais, non, mais en fait, tu vois, ça fait partie des matchs. Là, maintenant, je l'ai regardé comme. Alors, j'étais jeune, je l'ai regardé comme un ado. Alors que maintenant, j'ai vu peut-être des dizaines de milliers de matchs et que je regarde et que j'ai mes yeux, en fait, qui. Quand je regarde des matchs de foot, surtout, j'ai mes yeux qui vont à deux endroits. Je regarde où est le ballon et je regarde ce qui se passe à côté et tout. Et tout. Donc voilà. Et là, je le fais pas en fait. Quand je regarde ce match-là, je reviens ado et je regarde les mêmes tu trucs. le regardes pas du tout avec la même analyse. Ah non. Enfin, Ah non. qu'avec ce que tu as Je acquis. peux pas le regarder. Tu me demandes ce match-là, je ne sais pas si je serais capable de l'analyser. Je ne sais pas si je serais capable de dire ah bah en fait ils voulaient attaquer comme ça, ils ressortent les trucs comme ça, ils ont sorti le ballon comme ça et tout et tout. Je n'arrive pas encore à le faire. J'arrive pas, tu vois, je suis comme ça. Toujours autant ébahi devant ce Je match. suis à bloc. Et pourtant, ce qui est très très bizarre, c'est que j'ai eu la chance de voir une autre victoire en Coupe du Monde. Et par contre, tu me demandes comment en 2018 il jouait, là je suis capable de l'analyser. 98, non, je n'y arrive pas. C'est impossible. Ouais, c'est un souvenir gravé. Ouais, c'est un truc, c'est historique en fait. Donc un truc historique, t'as pas trop envie d'y toucher. T'as pas trop envie de chercher à le rationaliser, à chercher à bricoler dedans, tu vois. À regarder. Tu veux pas l'abîmer, quoi. Ouais, je veux pas l'abîmer. Je veux Ouais. pas le casser, le truc, tu vois. Et t'es toujours autant stressé en le regardant? Non, parce que tu vois, je suis bien. Je suis bien. Le stress n'est plus là. Le match qui m'a émotionnellement genre détruit, tu vois, mais pas dans le genre c'était la déception, etc. et tout. Et qui t'a fait des hauts et des bas, quoi. Mais ouais, où je l'ai fini, j'étais rincé. Mais tu vois, genre j'étais fatigué de fou. C'est la demi-finale contre l'Espagne à l'Euro de basket. On gagne en 2013 l'Euro de basket. Avec l'équipe de France gagne. Donc c'est l'équipe de Tony Parker, etc. et tout. Et on se fait taper par l'Espagne, qui est une équipe excellente. Mais on se fait taper, ça fait... à ce moment-là, ça fait 6 ou 7 ans qu'on se fait taper par l'Espagne tout le temps. Quoi. Jeux olympiques, tout, on se fait bolosser dans tous les sens à chaque fois. Quoi. Et ça va pas. Et on commence le match... Et c'est tout pareil que les 6 dernières années. On se fait chier dessus. Il y a que Tony Parker qui marque des points, quoi. Tu vois, c'est une catastrophe. Genre, on doit terminer. Je pense qu'on doit terminer le truc. Genre, on a mis 20 points et Parker en a mis 15, quoi. Tu vois, enfin, c'est une catastrophe. Et après coup, tu sais que Tony Parker met une gueulante pas possible dans la truc. Dans le vestiaire, ça Dans le vestiaire, il prend la parole. Enfin, une gueulante, j'aime pas le mot. Il prend la parole et... il remotive les troupes. Ouais, il remet tout le monde d'équerre. Et là, tu reviens et tu vois que les mecs, c'est plus pareil du tout, quoi. Tu vois que les mecs, en fait, se sont dit non. Là, maintenant, non. Tu vois. Tu sens ça. Tu fais maintenant, non, c'est terminé, quoi. Terminé aux conneries, c'est terminé. Et là, ils reviennent, ils grappillent. Donc forcément, tu as 15 points de retard à la mi-temps, donc c'est une galère, c'est une tannée pas possible. Et puis, tu arraches la prolongation, et à la prolongation, ils remettent des tartes, quoi. Tu vois, ils remettent, et ils lâchent pas. Et ils se qualifient, quoi. Mais là moi, j'ai été lessivé. J'ai été lessivé. J'ai terminé. Trop d'émotions, la remontada. C'est le seul événement sportif où... T'étais fatigué avec eux. Ah non, c'est pas que j'étais fatigué, c'est que le lendemain, j'avais plus de voix, je ne savais plus parler. Ah oui. J'hurlais, j'étais dans un bar, j'hurlais, je pleurais, j'étais hors de mon corps.
Et là, ce match-là, j'ai plus jamais regardé. Ah non, et je le regarderai plus. Et je le Ah regarderai ouais. pas. Ah ouais, non. Pourtant, le stress est parti, c'est comme la Coupe du Ouais, Monde. mais là, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Concrètement, me dis, ça y est, tu vas claquer. Là, on y est, quoi. Enfin, tu vois, une belle mort de merde, mais tu vois, voilà, quoi. Tu vas claquer dans un bar avec une bière, à genoux, en train de chialer, sur la table du bar, comme ça, avec ta bière dans ta main, quoi. Bon, ouais, enfin, pas top. Est-ce que t'avais un maillot sur toi ce jour-là? Quoi? Est-ce que t'avais un maillot sur toi ce jour-là? Non, parce que en plus, j'y vais. Enfin, on y va. On est à 3. Je suis avec deux potes, deux de mes meilleurs potes, et on y va. Et moi, je dis, ben cool, on se voit pour boire une bière entre copains. On se cale dans le bar. Tu savais qu'il y avait le match. Moi, je savais qu'il y avait le match, mais je me suis dit, vas-y, cool. Moi, je pars franchement dans le mindset où je dis, On va se faire c'est quoi? taper. Ça fait 6 ans qu'on se fait taper. Ça fait 6 ans que les mecs, tu les bats pas. C'est les mêmes. Et puis, attention, hein, enfin, c'est pas une équipe. C'est pas une équipe de rigolo, quoi. Concrètement, c'est une équipe qui a été championne du monde, donc qui a tapé les États-Unis au championnat du monde, qui est double vice-championne olympique en faisant des finales où des équipes de ouf des États-Unis, en gros, concrètement, sont clairement en train de claquer du fessier parce qu'ils jouent contre des Espagnols qui sont chauds, qui sont vraiment, vraiment très, très chauds. Et tu vois, et en gros, il y a une forme de logique. Tu vois, toi, tu as une équipe qui est forte, mais eux, ils sont juste plus forts, en fait. Tu vois, en gros, tu as les États-Unis et pas si loin en dessous, tu as l'Espagne, en fait. Et ça fait 7 ans que, forcément, comme ils sont balèzes, bah, ils tapent, quoi. Tu as fait l'Euro, ils t'ont tapé. Tu as fait la Coupe du Monde, ils t'ont tapé. Tu as fait les Jeux Olympiques, ils t'ont tapé. Ouais, t'as refait l'Euro, rebelote. Donc, bon, à un moment donné, tu vois, je pars pas la fleur au fusil, quoi. Non, mais voilà. Et on s'assoit, et on est sur une toute petite table en dessous d'une télé. Et on finit, il y a le bar, et je me rends compte à la fin qu'il y a le bar derrière moi parce que je suis à genoux sur la table et que j'hurle en fait. J'hurle. J'en peux plus. Le monde n'existait plus autour de toi. Ah non, mais là, j'étais parti. Ah, j'étais parti. Je te dis, j'étais comme ça, j'étais désabusé avec ma bière. J'avais que ma bière, tu vois. Et genre, je vivais tout. Genre, il ratait un panier, j'étais non. Il faisait une défense, tu vois, random, tu vois, un mec, le meneur a le ballon, le gars est comme ça un peu pour dire, voilà, mais ils sont en attaque placée, tout le monde est truc. Moi, j'étais, ah non, c'est pas possible, ah non, ils vont marier, on est foutus. Alors, c'est horrible, c'est horrible. Là, des trucs. Du coup, je pense aussi que ça fait partie de pourquoi j'ai voulu comprendre le truc. Parce qu'au bout d'un moment, je me rends compte qu'émotionnellement, je tenais pas. T'étais fébrile. Émotionnellement, putain, tu vois, enfin, l'Euro 2000 au foot, il m'a mis un coup. Tu vois, là, franchement, le truc, on va perdre. Ah non, en fait, il se trouve qu'on gagne. Bon, tu vois, je me suis rendu compte après ça, je me suis dit, bon. Là, faut voir les choses en face, t'as 17 ans, t'arrives claqué d'un malaise cardiaque sur les 2 dernières heures. Bon, faut trouver une solution, quoi, tu vois. Donc, ouais, j'ai commencé à ce moment-là à vouloir beaucoup comprendre. À vouloir beaucoup, beaucoup comprendre. Bon, du coup, on a eu ton meilleur souvenir d'ado, Coupe du Monde 98 finale, et meilleur souvenir d'adulte. Ouais, si, ouais. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'était ça. Ouais. Trop bien. Et ben, la partie scriptée est terminée. Et merci de pas demander pour le pire souvenir. Bah t'inquiète, il nous reste encore une partie. Et ben voilà. Oui. On attaque la deuxième partie qui s'appelle le flow. Est-ce que tu sais ce que c'est le flow, Ismaël? Non, je connais le flan. Ouais, c'est pas mal aussi. Mais rien à voir du coup. J'ai honte de cette tentative de blague. Ouais, moi j'ai un peu rigolé intérieurement, ça s'est pas vu à l'écran. Voilà, d'accord, mais ça se verra pas parce que Non, c'était pas drôle. Voilà. Donc, alors imagine là. On enchaîne. Le podcast s'appelle Le flow de la passion. Oui. À ton avis, ça peut être quoi le flow?
Ah non, mais après, non, mais je sais. Tu plaisantes, tu sais ce que c'est. Oui, je sais quand même. Vas-y, fais-moi rêver, alors. Le flow, c'est cet état un peu second où le sportif se laisse porter et arrive à tout rationaliser, à faire uniquement en fait ce qui est utile, pile ce qu'il faut, quoi. Donc voilà. Alors moi, je le vois sous l'angle du sport, mais je pense que c'est un peu la même chose. Ouais, en gros, sous l'angle classique, le flow, c'est quand tu es au top et que tu es tellement au sein de ta passion, en tout cas de ce que tu es en train de vivre qui te passionne, bah il n'y a plus rien qui existe autour. Le temps, il s'arrête et toi, tu vis le truc à fond et il n'y a plus rien autour. Qu'est-ce qui s'est passé avec le match de l'équipe de France? Donc du coup, cette partie-là, on va juste se laisser porter par ce qu'on a envie de dire, ce que tu as envie de dire, parce que c'est plutôt moi qui t'écoute. T'as tendu une perche, c'est quoi ton pire souvenir? Ah putain. Mon pire souvenir. Donc pas parce que c'était émotionnellement hyper complexe, c'est vraiment un moment pas agréable, quoi. Bah, y en a plusieurs. Il y a la finale 2006, la finale de Coupe du Monde 2006. Toujours là, quoi. Horrible. Horrible. On peut rappeler pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui connaissent pas ou qui l'ont jamais... Parce que peut-être, je sais pas, j'allais dire trop jeune, peut-être pas quand même, mais ceux qui ne l'ont pas vécu Ouais. avec un regard d'ado ou d'adulte. Ouais, bah, un finale 2006 contre l'Italie. Donc difficile de perdre contre l'Italie, toujours. Tu fais 1-1, t'as Zidane qui se fait expulser Sur son dernier match de carrière, et puis tu perds au penalty. Là, vraiment, t'as la complète, là. Salade, tomate, oignon, béchamel, tout. Enfin, voilà. Là, t'es heureux. Tu repars sur tes deux jambes, et puis tu fais, bon, bah, allez. Voilà. Est-ce que tu te souviens de où t'étais quand t'as vécu ça? Ah, je me souviens précisément d'où j'étais. Vas-y. J'étais chez un pote parce que j'ai des potes qui sont également très passionnés de sport. Donc j'étais chez un pote. Donc là, nous, on s'est mis en mindset trop bien. Là, on est reparti comme en 40. On va vivre un deuxième 98. Il se trouve que non. Parce qu'on avait bien envoyé quand même. Ouais, voilà. Alors ça, c'était incroyable. Pour enfoncer le clou, une petite anecdote personnelle. Donc à ce moment-là, en fait, je travaillais à Bruxelles. Donc je m'étais... la finale, c'était un dimanche soir et je m'étais calé pour repartir, en fait, prendre un petit train pour aller dans le centre de Bruxelles où je bossais à ce moment-là. Et ben, je te le donne en mille, je m'assois dans le train, j'ai envie de parler à personne et il y a un Italo-Belge qui se met à côté de moi avec 3 nanas et je vois tout de suite que lui est beaucoup trop content alors que moi ça va pas. Et genre, j'essaie de partir mais il n'y a plus de place dans le train. Donc je ne peux pas changer avec une autre personne. Et je l'entends littéralement pendant l'heure de voyage dire « on les a défoncés. De toute manière, on les a défoncés. On était tellement supérieurs. » Et là, on bascule. là, on est dans un truc où on se dit « Bon, écoute, franchement, tu es dans un positionnement où tu te dis... » Quand on dit perpétuité, on entend quoi par là? Genre, si je tue quelqu'un, la société va vraiment m'en vouloir? Vraiment, tu te mets dans ce truc-là. Le mood n'est pas bon, là. Ah non, c'était tendu. C'était tendu. Ouais, ça... Il y a eu une défaite de l'équipe de France de handball en 2006, je crois, l'Euro 2006 contre l'Allemagne, avec un but à la dernière seconde. Et ouais, ça m'a tué. ça m'a défoncé. Je sais pas pourquoi j'étais dedans. J'avais énormément de sympathie pour l'équipe de France de hand à ce moment-là, avec plein de joueurs de ouf que j'aimais bien et que j'avais trouvé top, quoi. Enfin, franchement, en gros... L'équipe de France de hand, je n'attends les Jeux Olympiques que pour voir l'équipe de France de hand. Ouais. Et il y a plein de sports que tu suis souvent. Là, en ce moment, c'est les championnats du monde de hand. Ben, j'adore ça. Je suis trop content parce que l'équipe de France de handball est potentiellement, enfin, je pense sans faire injure à personne, est une des plus grandes équipes de sport collectif de tous les temps. Sinon, la plus grande. Pour moi, c'est une des plus grandes. Avec la Dream Team, c'est une des plus grandes. Et c'est incroyable. Et et ça fait très longtemps que je les suis, que je les regarde. Et ce truc-là, en fait, il y a un truc où c'est en Allemagne, où on se fait entuber, on est devant, mais tu sens que ça sent la merde. Tu sens que ça sent pas bon.
Tu te dis, bon, t'es au-dessus, mais le match, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Et ils reviennent, et grappillent, et ça galère, et tu dois avoir des décisions d'arbitrage, tu les as pas, et tout. Enfin, bon, bref. Et dernière seconde, ils posent le ballon, je sais plus si l'équipe de France est en power play ou je sais pas quoi. Paf, ils jettent. But. Terminé. On rentre chez Mémé, quoi. Et là, c'est horrible. Et là, c'est horrible parce que la violence du truc, du résultat et de ce qui se passe, elle est folle. Et ça, alors après, c'est la dimension métaphysique du truc, quoi, mais c'est ça que j'aime bien dans le sport, c'est que assez globalement, tu peux pas te moquer du sport. Les fois où j'ai vu des sportifs un peu prendre leur sport de haut, et ben boum, boum, la réalité te rattrape toujours. Parce que c'est dur. Parce qu'il faut pas oublier que c'est compliqué, c'est complexe. C'est le sport, quand je dis que c'est un croisé de plein de choses, en fait, c'est un croisé de plein de trucs. Il faut être au top physiquement, il faut être au top psychologiquement, il faut être au top intellectuellement. C'est dur, en fait. C'est ultra dur. Et les gens, en fait, ont tendance à oublier à quel point c'est dur. Ouais, parce que c'est tellement populaire pour la majorité, enfin pour plusieurs sports partout dans le monde que c'est du divertissement. Ouais. Alors qu'en fait, non, c'est des centaines, milliers d'heures d'entraînement, d'analyse, de... Ouais, exactement. Et tu vois, et pour les gens, tu vois, disent les sportifs ils sont trop payés, etc. Et tout. Que dis-tu de cette phrase? Bah dis donc, moi j'aimerais être payé pareil pour taper dans un ballon. Ah là, ouais, en fait, c'est extrêmement réducteur. C'est extrêmement réducteur. Non mais en vrai, t'es un professionnel de football. Ben, ta vie, en fait, c'est... tu quittes chez toi à 14 ans, concrètement, tu vois. Tu te barres à 14 ans. Si t'es bon, ben, t'arrives 16 ans, aux alentours de 16 ans, tu vois, t'arrives dans un groupe professionnel, où il y a des sportifs confirmés, etc., dont c'est déjà le travail. Donc eux, ils n'ont pas déjà la même vision de la compétition que toi. T'arrives, tu signes professionnel, et là c'est terminé. T'as 17-18 ans, parce que t'es dans un truc où, concrètement, tout devient très sérieux. Tu accèdes à la professionnalisation de ta pratique. Donc, c'est-à-dire, c'est diététicien, tu dois surveiller, des trucs comme ça, etc. Et tout. Je te dis pas que c'est impossible à faire, mais je te dis juste que c'est un rythme de vie, et ça demande en fait des contraintes, et ça demande des concessions qui sont très importantes. Qui sont très, très, très importantes. Et puis après, derrière, ben voilà, tu mènes ta carrière comme tu peux. Tu vois, tu arrives, tu grandis, etc. Et en fait, tu joues pour quoi? Tu joues pour être bon. Tu joues pour gagner. Plus tu gagnes, plus c'est difficile de gagner. Ouais. Plus tu vas te retrouver avec des mecs qui auront autant de talent que toi, sinon plus, faudra que tu leur démontres d'une certaine manière que toi, tu vaux le coup, et tu vas vouloir encore gagner. Et voilà. Et tu fais ça pendant 20 ans, tu vois. Et après, c'est terminé. Alors, les gens, tu vois, qui disent « Ah ouais, ça coûte bien cher pour taper dans un ballon. » Ok, ben donc déjà, faut se mettre dans ce contexte, dans le contexte global du sport, qui est une industrie incroyablement riche. En tout cas pour le foot. Mais même parce qu'on parle du foot, mais le basket, c'est pareil. Oui, mais parce que c'est les gros sports populaires, mais c'est pas le cas dans des plus petites fédés. Ou quoi, ouais. Ou après, t'as des autres plus petites fédés, mais c'est tout aussi compliqué. Ah oui, non mais parce que du coup, oui, t'as des fédés où, enfin, de toute façon, dès que t'accèdes au rang de sportif de haut niveau, en fait, dans tous les cas, c'est un rythme de malade, mais toutes les fédés ne sont pas. Et il y en a d'autres, tu vois, c'est pire. Après, il y a des sports qui attirent plus que d'autres, etc. Mais t'es dans ce truc-là, et après tu vas dire ah ouais, putain les gars, tu leur donnes du pognon. Bah oui, ils en touchent. Ils en touchent, mais en termes de sacrifice, faut pas croire que la vie d'un sportif de haut niveau, c'est une vie facile. Hein. C'est ça en fait. C'est contre cette idée-là que je me bats. Après, effectivement, est-ce qu'il y a trop d'argent dans les sports? Est-ce que les mecs sont trop payés par rapport à une personne de la vie normale? Bien évidemment qu'ils sont trop payés. Bien évidemment. Mais c'est le cours du jeu. Mais c'est le cours du jeu. Comme un acteur est trop payé. Tu vois, voilà. En fait, c'est un peu... ils ont été des influenceurs avant que le mot influenceur existe. Comme un youtubeur est trop vitrine, payé. en fait, le gars. Donc, tu vois, ouais, voilà. Effectivement, ils sont trop payés. Donc ouais, il faut... je peux comprendre... Moi, encore une fois, je peux comprendre cette phrase-là si on me l'a dit et qu'on argumente
et que je vois que la personne a conscience de tout ça. Ça, moi, après, moi, je veux bien l'entendre. Hein. J'ai pas de problème avec cette phrase-là. C'est juste qu'on prenne tout en compte. Qu'on prenne tout. Et du coup, on a touché du doigt une question que j'avais pour toi. C'est qu'est-ce que tu penses justement du système en dehors du foot pour la France et d'autres fédés qui s'en sortent bien, mais aujourd'hui on a quand même des sacrés sportifs dans plein de domaines différents. On rayonne assez bien en termes de sport. En France, tu En veux dire? France, ouais. Ouais. Quand même, on se défend. Ouais, ça reste un bon pays de sport mondial. Mais du coup, mais pourtant, en termes d'infrastructure et d'accompagnement des sportifs, bah, des fois c'est un peu la loose quand même en France. Grave. C'est ouf quand même quand tu y penses. Ah non, mais ça rend fou. Moi, ça me rend fou. Moi, quand je vois passer des gars sur les réseaux qui disent, enfin des grands sportifs qui sont connus, alors pas, évidemment pas mondialement et tout, mais et les gars ils chargent de la thune auprès d'entreprises parce qu'en fait ils ont un métier à côté, Ouais, parce grave. qu'ils n'arrivent pas à s'en Grave. sortir, alors que les gars c'est des machines. Enfin, les gars et Bah, les meufs hein, d'ailleurs. Mais... Bah, tu vois, genre, t'es nageur. Être nageur, c'est la merde. C'est la merde. Tu gagnes pas d'argent. Les nageurs professionnels ne gagnent pas de pognon. Ah oui, après, si tu fais 2 mètres, que t'es beau gosse comme Camille Lacour, comme c'est pas permis, ouais, là, tu prends un peu de blé. Ouais, tu vois, déjà parce que tu pourrais être mannequin. Donc, ouais, bah là, ça aide. Mais ouais, mais les nageurs ne gagnent pas d'argent. Ne gagnent pas d'argent. Et pour être bon quand t'es nageur, c'est 8 heures dans le bassin par jour. Faire des longueurs. C'est relou, hein. On n'est pas dans... C'est pas un moment Nutella, quoi. Tu vois, enfin... C'est pas un moment Nutella. Non, mais c'est pas un truc, tu vois, ouais, waouh. Voilà, garde la pêche, quoi, tu vois. Moi je suis halluciné que, vu quand même le niveau de nos sportifs à l'international, peu importe les disciplines, tu vois, je sais pas, je peux penser au canoë, à l'escrime, au judo, enfin il y a plein de sports dans lesquels on rayonne de ouf. Mais c'est ouf qu'on soit pas parti sur un système à l'américaine, de valoriser le sport dès, Moi, dès l'école. En fait. ça, je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Et il y a aussi comment tu fais évoluer les mindsets pour dire, bah, en fait, non, ça va pas. Tu vois, faut qu'on change. Comment tu fais, comment t'amènes les gars à avoir un autre état d'esprit, avoir un autre état d'esprit. Comment tu les formes pour vraiment te dire à un moment, en fait, tu les tapes tous les jours, quoi, tu vois. Faut pas stresser, les Américains, tu les tapes. Enfin, franchement, moi, tu vois, ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais je pense que c'est lié à une histoire du ressenti de la France. Tu vois, faut gagner, mais faut gagner d'une certaine manière, avec panache, par le beau geste, etc. Et tout. Non, tu t'en fous, faut gagner. Il faut gagner. Mais non, mais au bout d'un moment, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. T'as bien joué toute ta vie et tout, t'arrives derrière. Bah, t'es deuxième. T'as perdu, mon con. C'est ça, hein. La vérité, c'est ça. Et ça, on n'arrive pas à se mettre à ça. On n'arrive pas, tu vois, à comprendre ça en France. Tu vois, on a déjà parlé, mais le tennis, c'est le pire. Le tennis, c'est le pire. C'est le pire. Explique pour ceux qui connaissent, qui ont On pas a il y a quelques années, je pense, la France était le pays le plus représenté dans le top 100 du classement ATP, qui est le classement du tennis mondial. C'était le pays le plus représenté, avec, je sais pas, une petite dizaine de personnes. Il y a quelques années, hein, il n'y a pas très très longtemps. Pas pour les hommes, hein, pour l'ATP, pas pour le WTA. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné en France en titre individuel? Pas de Coupe Davis, des trucs comme ça. Hein. T'as gagné en 83. Je suis bien placé pour dire que ça fait 40 ans cette année. Et puis c'est tout. Ah, tu fais des finales, hein, de temps en temps. Tu fais des finales, mais tu fais que des finales. Tu gagnes pas. Tu gagnes pas. De temps en temps, t'as un mec qui va gagner un Master 1000, c'est exceptionnel, tu vois. Non, c'est pas exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est de gagner un grand chelem. Tu gagnes pas. Regarde, un truc de ouf qui, moi, me rend dingo. Benoît Paire. Le mec est bon, hein. Moi, j'ai déjà vu faire des matchs où il est face à des mecs qui sont en forme sur le circuit, il les tape, il leur prend la tête sur le terrain, tu vois, il les lâche pas et tout, il sort des coups, etc. et tout. L'autre, à un moment, il dégoupille, et puis il te fait pas une fois, hein. Ah non, non. Il te le fait 5-6 fois. Tu vois, il pète sa raquette, il hurle, ouais, il en a marre, et tout, ouais.
dans le meilleur des cas. On m'a dit de pas dire de gros mots. C'est des gros mots incluant un chat femelle, voilà. Un chat. Donc voilà. Il arrête pas. Et en fait, ce gars-là, à un moment, il était, je crois, aux alentours de la 25e place mondiale. Il arrive à la 25e place, à force de faire des trucs, à force d'arriver à faire quand même des perfs et tout, qui dégoupille parce qu'à chaque fois, il pète un câble. Et puis après, il replonge. Puis il dit, quand on lui dit, oh non, mais quand même, t'étais pas loin. Ouais, mais moi, je m'en fous, je touche des prize money, je fais des tournois, voilà, je kiffe, etc. Et tout et tout. Ouais, ok. Mais grand, en balançant la moitié de tes matchs, parce que tu râles comme un ouf à chaque fois dans tous les sens, t'arrives à la 28e place mondiale. T'as pas envie des fois de te mettre les os dans la prise et de te dire, bah peut-être que je peux faire mieux. Juste avoir un minimum d'ambition et pas de s'aborder systématiquement à tous les tournois. Tu touches des prize money, ok, bah donne-en un petit peu à un psy. Et Price dis-lui money, des primes en fait de participation au tournoi. Pardon. Mais tu touches des primes, pas des petites primes, hein, des 60 000 $, des trucs, voilà. Mais ça te dirait pas de lâcher un billet à un psychiatre et puis lui dire, bah en fait, comment je fais? Comment c'est possible? Enfin là, je suis quand même pas mal. C'est pas, je dois pouvoir quand même garder un minimum de plaisir et puis essayer de pas me balancer parce que moi, je suis sûr qu'il est malheureux en faisant des trucs comme ça. Je suis sûr qu'il est malheureux en balançant des matchs, etc. Faut pas, je peux pas croire qu'en se couchant le soir, il n'y a pas une demi-seconde où il se dit, ah c'est quand même con. Hein. J'étais pas loin de l'avoir, le numéro 2 mondial. Voilà. Non, moi je comprends pas ça. Et Benoît Paire, le traitement qu'on a, alors t'en as de temps en temps qui font ah là, il est vraiment chiant, ah, je l'aime pas, etc. et tout et tout. Ok, d'accord. Mais globalement, les gens, quand ils le voient, ils font il est bête ce Benoît. Oh là là, regarde, il est en train de balancer son match comme d'habitude. Ah, il a cassé sa raquette. Non, mais c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle. Le gars, en fait, moi, ce qui me tue, c'est que il prend la place de quelqu'un. Il prend la place de quelqu'un. Donc c'est soit vas-y à fond. Mais soit t'as une chance, mais la crame pas comme ça. Tu vois, honnêtement, le mec qui arrive qui dit, bah moi, j'ai été à la 28e place mondiale, mais tu sais quoi, j'ai tout donné. J'avais plus rien. J'ai tout donné, tu vois, je l'ai fait à fond et je l'ai joué à fond. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Moi, tu vois. Mais lui, en fait, il arrive à ce truc-là parce qu'il a du talent. Hein, et il le gâche. Et quand tu l'interroges, ah, alors qu'est-ce qui s'est passé, Benoît? Ah, je suis bien content de l'avoir gâché. Hein. Et c'est de la bonne merde aujourd'hui. Ah, je suis vraiment heureux. Hein. Là, tu vois. Mais grand, tu vois, vis-à-vis des petits qui veulent faire carrière dans le tennis, mais t'as pas honte de dire des trucs pareils? Sérieux? T'as pas honte, juste? Moi, je comprends pas. Et en fait, en France, ça c'est toléré. Non, en fait. Non. Il n'y a pas de... Moi, je suis très là-dessus. Il n'y a pas de beautiful loser ou un truc comme ça, ou tu vois. Non. Les perdants peuvent être magnifiques, tu vois. Mais ça reste des perdants. Il n'y a pas de victoire du cœur, de trucs. Non, ça n'existe pas, ça. Il n'y a que la victoire et la défaite, c'est tout. C'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça. Tu vois, tout à l'heure on parlait sport co et tout. Dans le sport co, les joueurs, ça tourne, il y a des mercatos, ça change, ça change d'équipe, etc. Mais tu vois, un sport comme le tennis, t'as des mecs qui arrivent et ils te monopolisent le game parce que juste ils sont intouchables. Et en fait, ils te monopolisent le game pendant 10 piges. Et c'est chaud en fait de faire sortir quelqu'un du lot quand t'as des... en plus, là, on arrive à la fin d'une époque où on a des gros joueurs. Ah là, en fait, ouais, c'est ça. Mais ces gars-là, t'avais des grands noms, ils ont éclaté le sport. Ouais, après, t'as des mecs, en fait, qui éclatent, en fait. Parce que tu vois, des gars comme Jordan, Bryant et tout, ils donnaient tout dans leurs équipes quand ils étaient dans une équipe. Mais du coup, c'est aussi un collectif parce que tu joues avec d'autres. Mais là, au tennis, t'es tout seul, t'es trop fort, t'es trop fort, quoi. Cette domination-là, nous, on la traite... Enfin, je pense qu'on va se rendre compte, quand ils seront partis, des mecs que c'était. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, je me souviens, avant qu'ils arrivent, il y avait déjà des mecs ultra forts qui dominaient, etc. Mais par contre, jamais sur des moments si longs. Et surtout, tu vois, tu as eu Björn Borg, qui t'a gagné des Wimbledon à foison. Tu as eu des Pete Sampras.
Ouais, ok, mais tu vois, Pete Sampras, je crois que c'est, je sais plus combien de grands chelems c'est, tu vois, peut-être 12 ou un truc comme ça, tu vois. Et puis c'était le record, tu vois. Mais tu te dis pas, ah bah en fait, il y a Federer qui arrive, qui va pas lui prendre un record. Non, il va le plier ton record. Il va le retourner comme ça, il va le plier. Ok. Et il se trouve qu'en même temps, bah il y a un gars qui va replier le truc. Et ah, bah il y a un troisième type en fait, qui arrive et qui lui organise. Non mais en vrai, c'est une folie. Là, t'as trois gars. T'en as un et demi en retraite, parce que je pense que là, Nadal, là, on a vu encore aujourd'hui, il s'est fait éliminer ce matin. Ça sent pas bon, quoi. Tu sens que le mec, physiquement, c'est très très difficile. Mais t'as encore Djokovic qui va, mais qui lui aussi arrive à la fin de sa carrière. Ces gars-là, ça fait 60 grands chelems. C'est énorme. 60 tournois majeurs. La France n'a pas gagné un depuis 40 ans. Et là, eux trois, ils en gagnent 60. Qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, tu te rends pas compte de ça en fait. Concrètement, tu ne te rends pas compte. On ne se rend pas compte. On se rend pas compte des types quand ils sont là. Parce que ce dont on se rend pas compte aussi, c'est qu'il y a des fois des sports connaissent des creux. Genre quoi? Bah là, tu vois par exemple le tennis féminin, depuis la retraite enfin, depuis que Serena Williams est partie, n'est plus extrêmement compétitive, là on a Iga Swiatek. Mais sinon, là, sur ces dernières années, allez, on a une continuité avec Swiatek, là, parce elle a l'air vraiment au-dessus, etc. Et tout et tout. Mais sinon, entre le moment où Serena Williams a commencé à se blesser souvent, et puis là, la sortie de Swiatek, bah, qu'est-ce qui a dominé le tennis mondial? Ashley Barty, elle est partie en retraite. T'en as eu plein qui se sont succédés à un moment. Ah, c'est peut-être elle, la numéro un mondiale. Ouais, non. Naomi Osaka, en fait, pas du tout. Tu vois, des tas de nanas qui sont. Il y a des fois, t'as des rivalités qui sont incroyables, tu vois. Et puis, t'en as d'autres où ça retombe, quoi, tu vois. Tu te rends compte que par rapport à ça, tu fais le milieu des années 80 jusqu'au début des années 90, coup sur coup, tu as Chris Evert, Martina Navratilova et t'as Steffi Graf qui arrive. Donc en gros, que des tueuses, en même temps. Et après, tu arrives des années 2010 où il n'y a plus personne. Des fois, les sports connaissent des creux. Du coup, dans des cas comme ça, ça tâtonne un petit peu. Et tu regrettes en fait, tu regrettes à fond la période où t'avais des mecs qui ont porté 60 grands chelems tous les trois. Tu vois, enfin, Tu penses que là, il va y avoir un creux dans le tennis masculin bah, ou ça va peut-être faire émerger d'autres. J'ai lu un article, tu vois, qui se demandait dernièrement, et qui était super intéressant, et qui se demandait si en fait déjà pour la période de ceux qui étaient post les Big Three, donc les Tsitsipas, tous ces mecs-là, eh ben, il était déjà pas trop tard parce que tu voyais une nouvelle génération avec Casper Ruud, Cameron Norrie, etc. et tout, qui poussait et qui était déjà potentiellement plus forte que ces gars-là. Il y a des fois, tout le monde dit ouais, la NBA c'est fou, etc. et tout. Mais la NBA dans les années 70, elle a failli claquer. Elle a failli mourir. Parce que le sport était en train de faire. Était en train de tomber. La chose qui a sauvé la NBA, c'est qu'ils draftent, au début des années 80, ils draftent Larry Bird à Boston. Et ils draftent Magic Johnson aux Lakers de Los Angeles. Et là, eux, des basketteurs de légende, tous les deux, qui se retrouvent en opposition et qui vont gagner 7 titres sur 10 en se les partageant tous les deux sur les 10 ans de 1980 à 1990. Mais ouais, mais si eux n'étaient pas arrivés, le basket et la NBA n'en seraient pas où ils en sont aujourd'hui. Si eux, ils n'étaient pas arrivés. Des fois, c'est juste une personne. Et tout à l'heure, tu as parlé de Jordan, on a parlé de Federer. Il y a juste des fois des mecs, t'as des castes en fait. T'as des bons joueurs, t'as des champions, t'as des joueurs de légende, t'as des grands champions, puis t'as des mecs qui dépassent tout ça. Jordan, c'est un mec qui a dépassé son sport. Magic Johnson, c'est un mec qui a dépassé son sport. Magic Johnson, t'en parles à ma mère, elle sait qui c'est Magic Johnson. T'as des gars qui dépassent. Carl Lewis, il a dépassé le stade, il a dépassé l'athlétisme, tu vois. Des fois, t'as des gars comme ça parce qu'ils ont tout. Ils réussissent dans le sport, ils ont le truc,
ils ont une présence, ils ont un... Mohamed Ali, si tu veux dire. Mohamed Ali, quoi. Tu vois, le seul boxeur plus grand, enfin, plus connu que Mohamed Ali, c'est Rocky Balboa, mais il n'existe pas. Ton idole, on peut le dire, ton idole. Mon idole, ouais. Mon idole, Rocky. Et tout à l'heure, du coup, c'était cool, parce c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé le sujet, mais le sport féminin, aujourd'hui, c'est pas assez médiatisé. Est-ce qu'il y a des équipes, des sports aujourd'hui qui sont tout aussi... Enfin, évidemment, je pense que c'est le cas de tous, en fait, de toute façon, mais dès que tu atteins le haut niveau, mais est-ce que tu as des chaînes à recommander, des endroits où regarder du sport féminin qui... Bah ouais, parce que c'est ouf aussi. Alors ou des équipes à suivre ou... des chaînes spécifiques, non. Moi, en fait, en gros, comment je le regarde, le sport féminin, je le regarde en essayant de ne pas du tout le mettre en opposition avec le sport masculin. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, même quand on te pose la question, alors vous avez regardé ça? Bah, comment vous trouvez ça? Enfin, par rapport à quoi? Par rapport au sport masculin. Tu vois, si j'arrive pas à faire cet effort-là, par exemple, au foot, j'arrive pas à le faire. Je regarde pas de sport féminin au foot, ou extrêmement peu, parce que je trouve ça lent, et parce que c'est pas aussi... le jeu, tactiquement, les profils ne sont pas aussi... Enfin, ça manque de vitesse, ça manque d'impact. Voilà, donc... c'est pas pareil et ça me plaît un peu moins. Mais c'est pas lié au fait que ce soit féminin. C'est lié, si tu me montrais un truc masculin dans un autre pays, par exemple, et que ça présentait les mêmes, et je voyais les mêmes choses, je dirais, bon, ouais, ça me plaît pas plus, quoi. C'est pas spécialement lié à ça. Et par contre, en fait, moi, à partir du moment où ça me crée des émotions, je m'en fous. Hein. Que ce soit... J'en ai rien à faire. Rien à taper. Là, aux derniers Jeux Olympiques... j'ai regardé, donc il y avait la finale de hand où la France a gagné, les féminins ont gagné. J'ai limite plus content que les masculins, quoi. Non, moi je m'en tape. Après, les émotions sont les mêmes. Hein. Ouais, c'est clair. Mais c'est parce qu'on a tendance à moins le mettre en avant. Ouais. Après, en vrai, la non mise en avant, c'est honteux. C'est honteux. Mais c'est honteux parce que les mecs se font des sous, en fait. Tu vois, c'est ça qui rend complètement dingue. Et puis, t'as pas moins d'efforts. Ouais, je sais plus ce que j'avais vu. Déjà, je regardais, c'était sur le Paris-Roubaix, je crois. En fait, il y a eu une récompense pour les femmes il y a genre 2 ans. Avant, ça n'existait pas. Et les récompenses des femmes par rapport à celles des hommes, genre c'était 10%. Mais quel scandale. Alors que les filles, enfin, elles parcourent, tu vois, tout pareil, quoi. Elles sont dans la merde, tout pareil. Elles passent dans les galets, dans les pavés, tu vois, franchement, c'est affreux. Le Paris-Roubaix. Après, je suis pas... Alors, il y a des sports dont je suis pas très, très grand fan, et le cyclisme, c'est une catastrophe. Je n'aime pas du tout. Mais bon, bref, ça m'empêche pas de m'y intéresser une fois de temps en temps et de lire 2-3 trucs. Mais là, vraiment, je me suis intéressé, j'ai regardé le tracé, etc. et tout. Non, mais elles en chient tout pareil. Ouais, tout pareil. Juste pour 10% du blé. Ben merci. Tu vois, enfin, franchement, c'est une catastrophe. Je me suis dit, mais les choses peuvent pas fonctionner comme ça, quoi. Tu vois, mais si. Voilà. La preuve. Donc ouais, c'est pas possible. En vrai, c'est pas possible. Qu'on me dise que ça soit un truc qui génère moins que les hommes. Ok, ça c'est possible. Mais par contre, à côté de ça, il y a aussi des sports maintenant qui grandissent, qui se professionnalisent à fond, etc. J'ai regardé le dernier Euro féminin, les stades ils sont pleins, etc. Bah, les gars, les stades, il y a de la billetterie, hein, donc il y a des télés, donc il y a des droits. Enfin, vous touchez de l'oseille en fait. Donc faites redescendre un peu. Enfin, tu vois, le sport il grandira aussi parce que tu mets de l'argent dedans, quoi. Ouais. Enfin, moi j'ai énormément de mal à comprendre pourquoi ils mettent pas plus d'argent dedans et pourquoi, notamment, ils rétribuent pas plus. C'est clair. Vu que tu te passionnes pour plein de sports différents, si là tu avais 5 anecdotes courtes à donner sur le sport que tu as apprises tout au long de ta recherche, 5 anecdotes ou à partager comme ça pour les gens. Ouais.
Quand je dis anecdote, c'est soit des trucs insolites ou des infos que les gens auraient peut-être pas eu ou des twists de carrière de gens qui étaient ultra prometteurs, j'en sais rien. Ce que tu veux. Ouais, Tu te dis, ah putain, ça, j'avais kiffé apprendre ça. Alors ouais, moi il y en a une qui me fait vraiment vraiment marrer. Alors faut vous renseigner, mais en termes de triche c'est pas mal. Genre il y a une nana qui a gagné 2 fois le marathon de Boston. Et en fait, au bout de la deuxième, ils l'ont pisté et la nana prenait le métro. Donc, et ça, je trouve ça immense. Du coup, ouais, elle était à l'aise quoi. Genre, elle partait avec les gens. Mais c'était pas encore comme maintenant. Maintenant, ils ont des balises et tout, tu vois. Genre, et puis c'est barricadé dans tous les sens, donc tu peux pas sortir, quoi. Enfin, si, tu peux sortir. Tu peux parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent. Tu vois, il y a des gens qui sont rincés, qui s'arrêtent. Donc, si heureusement, tu peux pas sortir, c'est pas le truc comme le vieux film avec Schwarzenegger où il y a des trucs, la course à la mort, où dès qu'il y en a un qui s'arrête, on le tue. C'est vrai, j'avais complètement zappé, mais oui, les gens peuvent abandonner. Ouais, les gens peuvent abandonner parce que c'est long. C'est clair. Et ouais, non, mais elle était immense. C'est que, donc, elle partait avec les gens, elle courait un peu, et puis après, elle sortait, elle prenait le métro. elle ressortit du métro. Elle passait devant et j'ai gagné. Avec un temps indécent du coup. Ou alors elle attendait un peu quand même. Après, elle faisait semblant d'être un peu fatiguée, tu vois, genre elle se foutait de l'eau sur la gueule et tout pour dire ouais, regardez, je suis et tout. Mais genre c'était la folie. Et elle s'est fait taper parce qu'un mec l'a vu sortir du métro la deuxième année. Et merde. La tuile. Vraiment la tuile. Et donc la nana, ouais, elle est dedans. Mais ouais, cette tricherie-là, elle est folle. J'avoue que... oser. Ouais, non, c'est assez ouf. Alors, moi aussi, ça me fait énormément rire. Il existe des compiles, en fait, des meilleurs punchlines de Larry Bird au basket, qui était un trash talker de folie. Et genre, il faisait chier le monde. Tu vois, mais c'était pas possible, quoi, tu vois. Il joue un jour au Christmas Day et à un moment il dit au gars qui défend, il fait, je l'ai oublié dans le vestiaire mais j'ai un cadeau pour toi. Et genre le gars fait, ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et puis à ce moment-là, Larry Bird récupère le ballon, il fait 2 pas en arrière, il shoot, il met à 3 points. L'autre le regarde, il voit le 3 points, puis Larry Bird il arrête de rire, il fait Joyeux Noël connard. Et puis il s'en va, et puis il va se replacer quoi. Et voilà, il a des tas de trucs comme ça quoi, genre un mec qui défend sur lui, le mec donc rentre, et son coach le fait rentrer, et Larry Bird le regarde même pas, il regarde juste le coach, il fait non mais t'as pas mieux que lui sur ton banc pour défendre sur moi. Il fait faut que tu fasses. Il fait non mais moi je le dis pour toi quoi. Tu vois, il dit ça comme ça. Mais c'est un enfer quoi. Tu vois, vraiment, c'est vraiment un enfer. Il y a vraiment des listes en fait de punchlines. Tu vois qu'il a mis et c'est trop violent. Tu vois, c'est vraiment trop violent. Tu fais mais le gars c'est pas utile quoi. Enfin, tu vois voilà c'est. Et troisième anecdote, j'ai pas en trouvé 5 parce que là faut que je cherche un petit peu là froid comme ça. Ouais, mais on n'est pas là pour déconner. Ouais, non mais là c'est extrêmement intense. Si vous aimez bien vraiment l'histoire de la personne, l'histoire du sportif, etc. Genre on a parlé tout à l'heure de Tom Brady et son histoire elle est assez incroyable Tom Brady. Et en fait en gros Tom Brady n'est pas du tout un mec qui est dans les standards physiques des quarterbacks. Il est pas grand, il saute pas haut, il va pas vite. Mais moi, il a une caractéristique que je trouve incroyable. Il perd jamais courage. Et plus l'adversité est forte, plus lui, il devient fort. Il se nourrit de la force des autres. On dirait, je sais pas, mais on dirait un peu un personnage de manga, quoi, tu vois. Et en fait, Tom Brady... pour avoir un peu son histoire, il est à la fac, je pense qu'il est à la fac de Michigan, un truc comme ça. Et en fait, donc déjà il arrive, et le mec arrive, il dit ouais, mais quitter quoi, tu vois, voilà. Donc tu seras quarterback, ok, mais tu m'impressionnes pas, du coup tu vas être deuxième quarterback. Deuxième quarterback, quand il rentre, il fait des bons matchs, mais voilà, c'est un bon deuxième quarterback. Et le mec avant lui part à la draft. Il est drafté, donc il s'en va. Et donc, Brady arrive lui en deuxième année, et il est quarterback. Et c'est un bon joueur. Et il arrive à son année senior, donc 3e année d'université.
Il est toujours quarterback, mais il y a un mec qui arrive que son entraîneur a envie de mettre en compétition avec lui. Parce que c'est un jeune ultra prometteur. Tu sais, les jeunes sont pistés dès le lycée extrêmement tôt aux États-Unis. Déjà, quand tu arrives au niveau universitaire, le niveau universitaire, c'est de la professionnalisation avant l'heure, quoi. Tu vois, en gros, voilà. Donc, c'est déjà énorme. Et en fait, le mec a envie, il dit, ah non, on l'a recruté et tout, faut le faire jouer, etc. et tout. Et en fait, il dit, bon, ben, comme je ne sais pas lequel des deux, parce que j'ai Tom qui est un meneur confirmé et j'ai lui qui arrive, ben, je vais faire une mi-temps le nouveau et une mi-temps Tom pendant 5 matchs. Et on va regarder. Et Tom bat l'adversaire 5-0. C'est-à-dire que sur les 5 mi-temps qu'il fait, à chaque fois, ses mi-temps sont meilleurs. Et notamment, il les fait quand même jouer un dernier match. Et le dernier match, l'équipe est sous l'eau, perd 17-0. Et Tom Brady relève complètement l'équipe. Et ils finissent par perdre 2-3 points, mais genre 34-31, un truc comme ça. Et en fait, ça mesure bien, ça te laisse imaginer le caractère en fait de Brady, qui, lui, en fait, dès que tu le mets sous pression, c'est un joueur un peu random à la base, mais dès qu'il est sous pression, il est plus fort. Ouais, il explose, quoi. Il est plus fort. Et ça, en fait, au bout d'un moment, et c'est peut-être avec Jordan... un des mecs en termes de domination qui arrivait à retourner le rapport de force. C'est-à-dire que plus le truc est fort, plus lui, tu vois, il était monstrueux. Alors qu'à la base, il est tout petit. Hein. C'est pas une bête. Il y a plein de mecs qui, à la base, partaient en étant mieux gâtés par la nature que Brady, en étant plus grand, plus rapide, plus fort, etc. Et lui, il arrivait juste à retourner le truc. Donc, bien évidemment, il n'est pas sélectionné du tout au départ et il est drafté en 200e position, 199e position. Et en fait, il passe une année sur le banc. Le quarterback de son équipe des Patriots, qui est un quarterback confirmé aussi, il se blesse. Et Brady, en fait, se retrouve dedans. Et en fait, Brady, il se rend compte que au fur et à mesure... tu l'emmènes dans les trucs et lui il monte de niveau. L'anecdote c'est que au bout de 2 semaines où il a été mis sur le terrain, il dit à un des coéquipiers, il fait non mais tu penses son coéquipier lui dit non mais tu penses nous emmener où, un truc comme ça. Et il lui dit je sais pas où je peux vous emmener. Ce qui est sûr c'est que lui il récupérera jamais sa place. Ça je peux te le dire. Donc ça te dit en fait un peu le bonhomme. Tu vois, maintenant que je suis là, je vais rester. Ah ouais, lui, il y a un quart de porte ouverte, lui, il place l'orteil et c'est terminé, quoi. Le gars rentre et il prend tout, quoi, tu vois. Il y a des mecs comme ça qui sont absolument ouf. Ce que je disais tout à l'heure avec... là, Brady, c'est l'histoire du mec, tu le prédisposais pas à une grande carrière et il te fait une énorme carrière. Couerten au tennis, c'est la même chose. Le gars, il est issu des qualifications à la fin des années 90. Bon, il va gagner le titre. Et il te tape des mecs, des numéros 1 mondiaux. Il tape 3 top 10, je crois, le premier truc. Ah bon, tu viens des qualifications, grand. Non, lui, il s'en fout. Et c'est pas juste un coup de chance. Hein. Derrière, il en gagne 2 autres et tout. Il est numéro 1 mondial et tout. Le gars, c'est vraiment un show, quoi. Tu vois, mais voilà, t'as des mecs comme ça. Et puis, t'en as d'autres aussi qui sont attendus et voilà. Moi, tu vois, pas grand fan au basket de LeBron James. Enfin, j'étais pas grand fan. Et après, je suis devenu au fur et à mesure, tu vois, j'ai beaucoup aimé au fur et à mesure du temps. Parce que j'ai appris à l'apprécier. Je l'ai limite plus apprécié en tant que perdant qu'en tant que gagnant. Mais surtout, après, en m'intéressant à son histoire, LeBron James, à 16 ans, il est sur la couverture de Sport Illustrated. Et le truc, c'est la baseline, c'est vraiment... Ce type et la relève du basketball, c'est l'élu. Son surnom, c'est The Chosen One, l'élu. C'est chaud, hein, tu vois. Faut le porter, ouais. On te met ça tout de suite. En gros, l'élu, il y a Matrix et il y a LeBron James. Et Anakin Skywalker. Il y a Neo. Alors, on va faire le truc. Alors, il y a Neo dans Matrix, Anakin Skywalker, 2 gars vite fait, et LeBron James. Donc, voilà. Mais quelle pression ça peut mettre dans la tête, etc. et tout. LeBron James, en fait, il a toutes les raisons au monde de dégoupiller. Toutes les raisons au monde. Il y a déjà du blé et tout. Et non. En fait, lui, il arrive, il a 18 ans, il met déjà des boucheries. C'est-à-dire, il finit sa saison, il est déjà dominant dans le jeu. Et après, en fait, le problème, c'est que là, ça fait 20 ans qu'il joue et 20 ans qu'il est dominant. Donc, il arrive à 18 ans. Là, il en a 38.
Et la semaine dernière, il met 48 points dans la bouche d'une équipe. Voilà, 48 points. Voilà. 48 points, 10 passes, 10 rebonds, etc. Oui, voilà. Et il bouge pas, le type. Il bouge pas. Donc, ce gars-là, comment c'est possible? Comment ça se fait, en fait? Tu vois? C'est l'élu. Hein. Ouais, mais tu vois, t'as des... Moi, ça, c'est des moments, j'arrive pas à me les expliquer. Jordan, tu vois, qui était le plus ouf, il disait carrément, la saison régulière de basket, c'est bullshit. En gros, ça n'apporte rien. Donc, pour ceux qui connaissent pas, la saison de basket, elle se découpe en deux. Tu as une saison régulière où tu joues 4 fois, je crois, contre les autres équipes de la division. Donc, ça fait 82 matchs, c'est très long. Sur une moitié d'année? Pas sur une moitié d'année, sur les 2 tiers d'une année. Okay. Et après, les 2 autres tiers sont les playoffs en fonction du classement et de ton pourcentage de victoire. On te classe selon les 2 conférences qu'il y a. Et on organise un espèce de mini-tournoi entre les 8 équipes restantes. Donc le 8e rencontre le premier, le 7e rencontre le 2e, etc. Voilà. Et tu fais ça, tu as des finales de conférence, et après tu as les finales NBA. Et en gros, Michael Jordan, lui, à la fin, il disait la saison de 82 matchs, là, c'est bullshit. Lui, c'était l'entraînement, en fait. Il regardait, et il jaugeait, etc. Pourquoi? Parce que quand il fallait aller se taper vraiment avec des types, lui c'est ça qu'il voulait. Brady, c'est la même chose. Bryant, c'est la même chose. T'as des tas de gars. Là, on a vécu le truc difficile. C'était la Coupe du Monde. C'est la finale de Coupe du Monde. Mais à quel moment, en fait, t'as Mbappé, son équipe, elle se fait marcher dessus pendant 80 minutes. On se fait marcher dessus pendant 80 minutes. Et t'as Mbappé, lui, tu lui laisses ça. Il donne un penalty, parce que le penalty, je l'ai vu encore, il est nul. Enfin, vraiment, il est dégueulasse, quoi, tu vois. Enfin, il sert à rien, ce penalty. Il a qu'une vertu, c'est de remettre la France, de donner possiblement la France à remettre dans le match. Lui, il arrive, il a rien vécu, il s'est fait taper pendant 80 minutes, il y va, boum, penalty, but. Alors ça, à la limite, on peut se dire, ouais, c'est un penalty. Ok, d'accord. Le gars, sur le ballon d'après, il récupère un ballon, et j'invite tout le monde à regarder, le ballon, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Il arrive en cloche, comme ça, bien au-dessus, il part très haut, il redescend comme ça. Lui, il est dans le coin. Bah, il contrôle pas. Il frappe. But. Et là, en fait, t'es au croisement de tout. Parce que tu peux dire, si tu l'écoutes, tu lui demandes, il va dire, il va faire de la langue de bois, il va dire, ouais, non, mais c'est des trucs que je travaille à l'entraînement, voilà, donc le geste, je le connais, etc. Ouais, ok, d'accord, mais après, tu travestis un peu la vérité, en vrai. Ouais, c'est un geste que t'as répété. Mais, à côté de ça, t'as ta tête qui travaille. Pourquoi ta tête, là, toi, elle s'éteint? Elle dit, en fait, en vrai, la balle, elle arrive comme ça, mais moi, je l'ai, tu vois. Moi, honnêtement, je joue au foot, voilà. Je fais un truc, je contrôle le ballon, j'essaie de bien la mettre, tu vois, voilà. Je me dis, merde. Alors, je fais ça si je suis en 8e de finale de Coupe du Nord, je le fais, tu vois. Donc, en finale de Coupe du Monde, bah non. Bah non. Tu vois, non, lui, il fait rebelote après, tu vois, il y a encore un truc, hop, pan, il marque encore. Le gars, 4 fois, enfin, on a fait l'Euro, il se plante sur un penalty. Là, il a 3 penalties à tirer en finale de Coupe du Monde. Il y va 3 fois, il met les 3. Et il n'y a pas de débat, en fait. Il n'y a pas de débat. Comment ces mecs-là fonctionnent? Moi, c'est ça qui me tue. Comment ils fonctionnent? Comment ça se passe dans leur tête? Djokovic aussi. Djokovic, il y a 2 ans, et en finale de Roland-Garros, l'année dernière, en finale de Roland-Garros, il se fait bouffer par Tsitsipas. Il se fait déboîter. Déboîter pendant 2 sets. Et après, derrière, le gars, il revient. Il s'accroche. Ouais, j'ai un espèce d'émerveillement par rapport à ça. En vrai, j'ai pas d'explication. J'arrive pas. Alors peut-être c'est ça. Peut-être je cherche, je lis autant pour essayer d'avoir une explication à ça. Alors que c'est peut-être pas explicable et je me rendrai compte que j'ai perdu énormément de temps. Tu n'as pas perdu. T'as appris. Au bout d'un moment. C'est un truc qui... Comment? Je ne sais pas. Faudra leur demander à l'occasion. Bah c'est pour ça que, tu vois, tout à l'heure, je pense que vraiment, tu vois, si on pouvait faire exactement ce qu'on s'est dit tout à l'heure, tu vois, les inviter autour de la table, etc. Tout, moi, je pense que vraiment, c'est la première chose que je leur demanderais. Mais comment vous faites? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Pourquoi vous faites comme ça? Ça doit être un savant mélange, ça doit être un mélange de, déjà, je suis sûr de mon geste parce que je l'ai bossé, j'ai ultra confiance en moi,
Et puis moi, mon but, c'est ça. Mon but, c'est C'est gagner. ça, tu vois. Il y a que ça à faire. Moi, c'est ça qui... Des fois, ça m'éclate d'écouter des mecs et me disent, bah, il y a que ça à faire. Tu fais, mais... Tu vois, là, il y a mon footballeur préféré de l'histoire du football. Si jamais les gens n'arrivent pas à lire, tu peux... C'est Dennis Bergkamp, qui est un attaquant de soutien hollandais, qui a joué durant les années 90 et le début des années 2000. Thierry Henry, qui a joué avec Dennis Bergkamp à Arsenal, donc le club de Londres, alors qu'il a joué avec Zidane, disait non mais le gars le plus fort avec qui j'ai joué, c'est Bergkamp. Un génie absolu. Et Bergkamp a mis le plus beau but moi que j'ai vu de ma vie. Pour te dire, un petit peu t'expliquer, Bergkamp est dans l'axe avec un défenseur anglais juste derrière lui. Et il y a Pires qui arrive sur la gauche. Et Pires lui fait une passe qu'il veut dans les pieds. Mais Pires tend sa frappe, tend sa passe. Donc ce qui fait que la balle arrive avec beaucoup de vitesse. Et Bergkamp, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il s'appuie sur le défenseur. Il met sa jambe gauche en contre-appui, comme ça. Il fait taper la balle qui arrive trop fort contre sa jambe, comme ça. Il a fait tourner, donc la balle tourne sur elle-même très très fort, donc fait un espèce d'effet rétro, et pendant ce temps-là, il a fait le tour du défenseur de l'autre côté. Donc il fait l'appui, il fait son contrôle comme ça avec la balle, où il effleure juste la balle pour la faire tourner au maximum. Il met pas de force dedans, il a fait juste tourner, et il fait le tour. Et en fait, il se retrouve face au gardien parce que l'autre, il a rien compris. L'autre, il a senti le coup d'épaule, il s'est appuyé pour essayer de choper. Il est tombé, il a vu passer de l'autre côté, donc il n'a pas compris ce qui se passait. Et il met le but. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent, c'est un Arsenal-Newcastle en 2002 ou 2004. Et en vrai, j'ai vu une interview de Bergkamp là-dessus, et il dit, il y a des gens qui me disent, est-ce que vous l'avez fait exprès ? Je ne comprends pas cette question. Bien évidemment que j'ai fait exprès. Ah ouais, c'est dingue. Non mais en fait, il y avait que ça à faire. Ah, mais lui, il a eu l'intelligence de se dire au moment de la frappe, et il a perçu la frappe et il s'est dit... Ouais, mais en fait, ça. il y a trop de choses. Lui, il dit il y a que ça à faire, mais il y a trop de choses. Quand t'es dans le jeu, en fait, tu joues, tu te prends des coups, tu regardes, t'essaies de réfléchir. Mais tu vois, c'est complexe en fait. C'est comme un boxeur qui se prend des pains. Tu vois, en gros, tu vois, c'est bête à dire. Tout le monde fait ah ouais, je ferai de la boxe. Prends-toi un pain. Tu vois, prends-toi un pain et essaie. Ah, eux en plus. Hein, et essaie, tu vois, prends-toi un pain de la part d'un mec de 100 kilos. Et après, dis ah bah alors attention parce que la prochaine, faut que j'essaie, tu vois, de protéger mon corps, etc. Et tout. Non, tu vois, en gros, sous pression, c'est quand même très compliqué, ça va vite. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il voit donc Pires, il voit le jeu, il voit le ballon, il voit le mec derrière lui, il voit la balle arriver trop vite. Il place son corps, il place sa jambe, parce que l'effet, il faut le donner. Moi, tu vois, même si j'ai pensé à tout ça, je reçois la balle, concrètement, je mets pas d'effet dedans. La balle, elle va, je fais un contrôle raté. Ou, à la limite, quand j'arrive à le contrôler, j'essaie de partir de l'autre côté. Non, lui, il met la balle pour lui donner un effet, pour qu'elle tourne sur elle-même, bien évidemment. Parce que c'est pas assez compliqué à ce moment-là. Il fait le tour du type, après là, c'est facile. Il a juste fait une dinguerie avec la balle. Et après, il dit, ouais, après, je la mets et tout. Et j'avais que ça à faire. Bah ouais, ok. Ok, d'accord, t'avais que ça à faire. Mais pardon, quoi. J'irai voir, du coup, parce que je connais pas ce but. Ah, mais je t'invite à aller regarder. Ce but est fou. Impossible, incroyable. Pour terminer, est-ce que tu as des noms d'athlètes à suivre dans les prochaines années, toutes disciplines confondues, là, que tu as en tête et tu te dis, ah ouais... tel ou tel athlète, ça risque de bientôt devenir une dinguerie. Pour que les gens se disent, ah ok, vas-y, je vais peut-être aller suivre. Ouais, il y en a un. Alors, premier, t'es obligé de dire Mbappé. Parce que t'as quand même un mec dans ton pays qui potentiellement est de la race de dépasser le cadre de son sport. Tu vois, là, moi, je me pose même plus la question de savoir est-ce qu'il va être le plus grand joueur du monde. Je sais que ça arrivera un jour, tu vois, à moins qu'il... Tu vois, j'espère pas, mais à moins qu'il lui arrive un truc un peu chelou, grave et tout. C'est ça qui va se passer concrètement, tu vois. T'as Mbappé. Après, on n'en parle pas, mais ce que t'as chez Mbappé, tu l'as aussi dans le rugby français actuellement. T'as Antoine Dupont, qui est le demi de mêlée de l'équipe de France de rugby et du Stade Toulousain, qui est juste un génie de son sport, qui est incroyable, qui est juste complètement fou. Voilà. Après,
C'est les deux que j'ai en tête là tout de suite. Je t'ai pas dit ça de manière anodine. On a parlé d'un joueur de basket il y a pas longtemps. Et après, il y a Wembanyama. Qu'est-ce que c'est que ce type-là, quoi? Pour ceux qui connaissent pas, j'allais dire, c'est un jeune talent, Ouais. un petit bonhomme, mais non. Non, ouais. Victor Wembanyama, c'était un jeune garçon de 19 ans maintenant, qui joue en région parisienne, au Metropolitans, et qui a la particularité de faire 2,18 m. Et en fait, le problème, alors là où ça devient cocasse, c'est que en fait, Wembanyama dribble comme un meneur en ayant le physique d'un pivot, ce qui en fait une espèce de licorne absolument dingue. Moi personnellement, je l'ai vu donc dans un match mettre 7-3 points dans un match, ça fait beaucoup. 7-3 points, c'est beaucoup. Donc quand t'es pivot, mettre 7-3 points, c'est pas trop possible à la base. Enfin, ça arrive relativement assez peu dans l'histoire du rock'n'roll. Ouais, il va probablement être numéro 1 de la draft qui arrive. Tu me disais, il y avait, c'est pas les Américains qui ont payé des droits. Ouais, les Américains ont acheté les droits des Mets, enfin des Metropolitans là, de son équipe pour pouvoir le regarder, quoi. Donc tu vois, quand tu prends le NBA League Pass qui te donne accès à tous les matchs, et ben, tu peux avoir dedans les matchs de Victor Wembanyama. Donc les gars, ils le ziotent beaucoup, quoi. Ouais, ils le ziotent un peu beaucoup. On est quand même sur des équipes là qui sont en train de planter tout doucement leur saison en disant bah ça pourrait être pas mal si je la plante. Après, il faut connaître un peu la draft. La draft, c'est les équipes les plus qui finissent les moins bien classées, qui ont le plus de chances d'aller chercher un mec, le numéro 1 de la draft, donc de choisir en premier. La draft, c'est un système assez complexe, qui est super intéressant à aborder, mais voilà. Ouais, donc, il explique un peu dans The Last Dance. Ouais, il explique dans The Last Dance. Il y a eu un film avec Kevin Costner, qui s'appelle Draft Day, et qui explique bien toutes les subtilités de la draft, et qui te montre bien en fait comment ça peut tourner. C'est pas mal. Je recommande assez peu de films de Kevin Costner. Mais celui-là, oui. Après, c'est pas foufou Kevin Costner non plus. Quoi. Écoute, s'il nous écoute, on est désolé. Mais évidemment qu'il nous écoute. Un grand fan, il m'a encore envoyé un texto hier. Ah, bon, bah voilà. Bah, super film, hein, Kevin. Merci, Kevin. Merci. Allô? Mais, Wembanyama est fou. Est complètement fou. Moi personnellement en tant que fan de basket, c'est un espoir incroyable parce que ça pourrait être un gars, t'en as jamais vu, quoi, tu vois. Enfin nous on a déjà vu Tony Parker. C'est ouf, c'est ouf. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Moi j'aurais jamais cru voir un truc comme ça, et il l'a fait. Voilà, tu vois, c'est dingo. Et là lui il peut le refaire. Donc, et peut-être le faire encore de manière encore pire, parce que Tony Parker c'était un très 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 bon basketteur. Le basket, c'est un des sports, c'est pour ça que je l'adore. Le basket, t'as un des sports où t'as des mecs pour lesquels, tu vois, le jeu est obligé de changer, en fait. Moi, j'adore cet aspect où t'as un mec qui arrive et t'es obligé de modifier le jeu. Parce que lui est trop fort dans les règles actuelles. Jordan, t'as été obligé de modifier le jeu. Les Jordan Rules, c'est des règles spécifiques pour Jordan, tu vois, parce que il nique tout, tu vois. Anecdote. Ouais. Ah ouais, non mais c'est pas le seul, hein. Il y a eu Shaquille O'Neal, tellement lourd, tellement costaud, etc. et tout. T'es obligé de modifier le jeu. Stephen Curry maintenant, le mec, tu vois, avant tu tirais pas à 3 points. Là le problème, lui, c'est qu'il est au milieu de terrain, il te les met, il t'allume et il te le met. Lui, il a commencé à faire des matchs où il en mettait 10, 11, 12. Tu fais, attends, putain, c'est beaucoup là quand même. Merde, tu vois. Donc t'es obligé de modifier ta manière de défendre. Parce que le gars qui arrive et qui est à 2 mètres derrière la ligne des 3 points, eh ben tu peux plus lui dire bon attends, il va attaquer en attaque placée, t'attends qu'il annonce son système et tu défends en fonction. Non, parce que le gars en fait, si tu le laisses faire ça, lui il t'allume. Et t'as commencé à voir des mecs, des LeBron James et tout, commencer à shooter en fait de la même distance que lui. Parce que le gars, voilà, il change le jeu. Et là, t'as la possibilité d'avoir un mec français qui va changer le jeu. Parce que comment tu défends sur lui, tu te lèves tôt. Hein. Tu te lèves tôt et puis tu mates des vidéos. Hein, parce que, et à quand bien même tu mates des vidéos, il n'y a rien qui peut l'empêcher de manger sur ta tête, quoi, tu vois. Donc, Non, après attention, hein, il va arriver, là, il va en chier. Hein, il va se faire bouger. Parce que
il est tout mince, quoi. Là, pour le moment, il est tout mince. Des mecs de 2m18, t'en as en NBA. Hein. Après, le problème, c'est que ils vont jamais dribbler comme lui. Ils vont jamais pouvoir faire des passes, ils vont jamais pouvoir créer du jeu. Ça, généralement, bah non, ça peut être bébête, hein, le basket. Bah, le grand, tu le mets en dessous du cerceau orange, puis tu lui balances la balle en haut pour qu'il fasse mumuse. Voilà. Mais là, en fait, là, le problème, c'est que le mec est grand. Tu vas le mettre sous le panier, bah, il va bouger, il va se mettre derrière, tu vas dire, ah bah c'est pas grave, il va pas shoot à 3 points. Si, il va t'allumer. Ah merde, alors, comment on fait? Alors bon, déjà ça marche pas. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas vers lui, etc. Ah merde, il s'est dribblé. Ah bon, bah ok, là-dessus on est grillé aussi. Bon, on va faire comment au bout d'un moment? Tu vois, c'est ça, c'est potentiellement, tu as un type qui va arriver et face auquel tu n'as pas de potentielle solution. Ça c'est cadeau. Et en internationaux, alors est-ce que tu as des petites pépites? Là, il y a un mec qui fait un peu comme Tom Brady en ce moment, là, qui est à San Francisco, qui a été drafté en 200e position. Il y a eu blessure et reblessure de la part des deux quarterbacks titulaires, donc il s'appelle Brock Purdy. Et il passe des tours de playoff et à chaque fois, il est un peu plus fort, quoi. Donc je regarde un peu. Lui, il m'intéresse. Il m'intéresse pas mal. Il y a des mecs qui sont intéressants en tennis. Tu vois, les mecs Casper Ruud, tout. Moi, je trouve ça... les nouveaux là, qui arrivent, je les trouve intéressants. Et comme dans l'article que j'ai vu, t'as des gars qui... Enfin, moi, je les trouve un peu plus intéressants et un peu plus funky que les Tsitsipas. J'ai un peu de mal avec cette génération-là. Donc là, il y a des mecs qui peuvent être cool, qui peuvent être rigolos. J'ai fait quoi? J'ai parlé de rugby, j'ai parlé de basket. Non, c'est pas mal. déjà bien. Une belle flopée de nouveaux talents là-dessus. Ouais, grave. Bah écoute, c'est pas mal là, je pense. Ouais, j'ai tout donné, je suis rincé. T'es rincé. Et ben alors on va s'arrêter là. Ouais. C'était très cool, merci beaucoup. Bah merci à toi. Franchement, moi je dis pas grand chose, mais parce que juste je bois les paroles, parce que j'adore écouter des gens qui parlent avec passion. Limite, je pourrais juste sortir de la cam et c'est ok. Mais... Ça me mettrait une angoisse. Mais en tout cas, non, c'était très très chouette. Merci beaucoup, Ismaël, pour cette transmission. J'espère que ça aura donné envie à d'autres de s'intéresser plus à ce qui se passe en coulisses du sport ou l'histoire du sport ou l'évolution des joueurs bien avant de leur parcours actuel. Grave. Soyez curieux. Ouais, en fait, c'est ça, c'est soyez curieux. C'est incroyable comme conclusion. Bah ouais, mais c'est le but. C'est d'être curieux, d'écouter, de juste prendre des informations et d'aller chercher aussi des informations. Et ben sur tout ça, la bise par chez vous. Et puis ben à bientôt. Tout Ciao. Pareil, la bise par chez vous.